Les amis, aujourd'hui je me trouve dans le Finistère au collectif Tête Bêche et vous allez voir, ils sont nombreux. Comment ça va les amis? Ça va très bien. J'ai l'impression d'être en classe quoi. Toute la classe qui m'a répondu, j'ai kiffé ce moment. Donc là vous êtes 7 avec moi, mais normalement vous êtes 10. Et malheureusement il y a des gens qui soit ne souhaitent pas apparaître, soit qui se sentent pas très bien aujourd'hui. Du coup on leur fait quand même des bisous. Des gros bisous. Alors comment on en est arrivé à monter un collectif à 10? Qui veut répondre à ça? Moi, Julien. Tu peux? On est d'abord un bon groupe de copains-copines. Ouais. Avant tout ce collectif-là et ce projet économique, entre guillemets, des activités du lieu, on se connaît depuis longtemps. Et c'est un truc qui tournait un peu dans nos têtes. On avait commencé à monter un peu quelques petites guinguettes, quelques petits événements. On a habité en coloc, on a fait quelques trucs comme ça. Et donc, je sais pas si assez naturellement, mais en tout cas, on s'est mis assez vite en tête de créer un lieu un peu comme on en avait envie depuis longtemps, quoi. D'accord, vous avez déjà tous été en coloc, toutes et tous? Peut-être pas tous et toutes en même temps, mais tous dans la même maison avec un peu des départs, des arrivées, mais je sais pas si on était tous et toutes en même temps. Non, mais bon, on a tous été dans la même coloc. Ouais. Où ça? À Rennes. C'était un peu, banlieue rennaise, au Reux. Au Rue? Au Reux. Au Rue, c'est quoi le Rue? Rue, le restaurant universitaire, on s'est connu là-bas. Il y avait des frites. Oh, j'ai plus de ketchup, tiens, reviens. C'est ça le collectif. Non, mais alors du coup, vous étiez tous étudiants à Rennes? Pas forcément en études, ouais. Alors, racontez-nous un peu le parcours de chacun. Avant le parcours, moi je dirais sur la création, en tout cas me concernant, mais je pense concernant certains, t'as le Covid et le confinement qui a quand même joué un rôle. C'est-à-dire c'était un peu, pour moi c'était un peu une blague entre potes qu'on a longtemps évoqué, de faire un truc ensemble. Et on en parlait, je pense que ça nous faisait doucement rêver, mais il n'y avait pas, la conjoncture était pas là, on était un peu tous dans nos études respectives et encore à la fac, tout ça. Puis après est venu le confinement, du coup le tout premier confinement. Je pense au bout de 2 ou 3 semaines, il y a eu une impulsion de se faire une réunion et de se dire tiens, est-ce qu'on ferait pas quelque chose? Et du coup on a fait cette première réunion et on a fixé une échéance la semaine d'après. Et je pense sauf 3 ou 4 semaines depuis, on a eu au moins une réunion par semaine sur le projet où on a passé je pense à peu près 1 an avant d'acheter la maison et maintenant presque 2 ans depuis qu'on a acheté la ferme. Du coup, là, ça fait 2 ans que vous avez acheté ici. Mais vous avez passé 1 an de réflexion avant de vous y mettre, quoi. Avant de trouver, ouais. Du coup, au niveau du parcours, toi, par exemple, tu faisais quoi? Bah, moi, je suis celui qui a le plus traîné sur les bancs de l'école. Mais c'est vrai que tu te défends pas mal. Non, ouais, moi, j'ai fait licence de physique dans laquelle j'ai rencontré Julien et Martin. D'ailleurs, on va faire l'appel. Présentez-vous, levez la main. Simon. Enzo. Julien. Estelle. Martin. Antoine. Voilà, comme ça, quand on dira des prénoms, on saura qui fait quoi, qui est qui. Ouais, et celui qui retient tous les prénoms d'un coup, il a gagné. Moi, j'ai toujours pas gagné, je vous le dis tout de suite. Je suis arrivé il y a quelques heures, j'ai pas gagné encore. Ouais, non, et après, master et thèse, et en fait, le projet, pour moi, c'est... Toute l'année de réflexion a été concomitante avec ma dernière année de thèse. Et donc, j'ai terminé ma thèse et j'ai rejoint toute la troupe ici qui avait déjà commencé les travaux. Et c'était trop chouette de terminer et d'enchaîner directement sur ça. D'accord. Vu que Simon était juste à côté de toi et que tu as commencé, toi, c'est quoi ton parcours, Simon, vu que tu as fait pas mal d'études apparemment? Moi, j'ai fait un peu le même truc en termes de timing. Je pense qu'on est arrivé en juillet et moi, je suis arrivé en septembre en ayant fini mon stage en juillet-août. J'étais en fin de cursus comme ça aussi. Moi, j'ai fait une licence de biologie marine. Et au final, j'ai fait un master de médiation scientifique du côté de Montpellier. Mais j'étais en stage à Brest et donc au final, après avoir fini mon stage, je suis arrivé là direct. Ok, on fait tourner le bâton de parole, hein. Allez, d'accord. À mon tour. Et moi, j'ai fait aussi donc une licence de physique avec Enzo et Martin. Même si moi j'ai un petit peu plus traîné que Enzo. J'ai fait une année de plus avec Martin aussi. On a un petit peu traîné sur les bancs de la fac. Et après j'ai fait un master en sciences de l'eau. En gros eau souterraine, eau de surface. Et moi je m'étais un peu spécialisé dans les rivières. Ce qui m'a permis de voir un petit côté agricole aussi, et problématique agricole. Voilà. Donc j'étais baigné un petit peu là-dedans, sans mauvais jeu de mots. Du coup, je te pose une question en lien avec mon projet à moi. Je suis installé dans les Landes, mais ne trouvant pas de terrain pendant de nombreuses années. Moi, j'habite dans les Landes juste pour le surf, hein. On soit bien d'accord, je suis pas né là-bas. Et ne trouvant pas de terrain pendant longtemps, j'ai imaginé venir m'installer ici, parce que je me suis dit c'est quand même l'autre endroit où il y a des très belles vagues
en France. Et le terrain agricole, ouais, non, mais ça c'était pas trop. On ne dira pas où exactement. J'avais trouvé un terrain pas très loin d'ici, à 15 minutes d'un spot, très bon spot. Et finalement, j'ai fini par ne pas le prendre parce que j'ai regardé les prévisions hygrologiques. Et apparemment, vu qu'ici c'est beaucoup de cailloux le sol, vous faites pas beaucoup de rétention d'eau en fait. Et du coup, j'ai flippé pour l'avenir en fait, qu'il n'y ait pas assez de flotte ici. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? En tant que spécialiste, j'en sais rien du tout. Non, mais c'est vrai. Je partage le constat que les sols ils sont super drainants ici, donc c'est vrai qu'il y a peu de rétention d'eau. Ce qui est, d'un point de vue agronomique, ce qui est pratique, ça permet de gérer aussi mieux l'eau dans le sol. Et après, je pense qu'on ne s'est pas projeté dans le temps assez loin pour que les projections, moi personnellement, me fassent flipper sur... la Bretagne, c'est aussi une région qui est un peu privilégiée de ce point de vue-là. En fait, on a même envisagé un moment de s'installer en Ariège, regarder un moment dans la montagne, parce que le foncier est plus accessible, parce qu'on aime la montagne aussi, et qu'on est loin ici. Pour le coup, en regardant un peu les projections climatiques dans ces régions-là, et l'agriculture dans ces régions-là, en moyenne montagne, c'était assez flippant en fait. Le fait que ça se réchauffe, le fait que ça s'assèche, le fait que les glaciers fondent, que du coup les réserves d'eau en fait l'été sont assez basses, tout ça. Donc c'était un des points qui a fait aussi que en fait c'était pas souhaitable, parmi d'autres problématiques. Mais du coup c'est vrai qu'en Bretagne on s'est moins posé la question aussi parce que les projections étaient moins alarmistes, soit à plus long terme en tout cas, quoi. Okay. Bastien, toi, c'est quoi ton parcours? Moi j'ai fait des études plutôt dans les énergies renouvelables, tout ça. J'ai travaillé à la suite de ça chez Orange dans les data centers pour essayer de réduire un peu les consommations d'énergie. Ça m'a pas trop plu comme métier et je suis resté 1 an là-dedans et après je suis parti en voyage où j'ai retrouvé pas mal Enzo, Simon, Julien notamment, en Amérique du Sud. Et en revenant, j'ai fait un service civique dans l'eau aussi, aux rivières de Bretagne, une asso qui se bat pas mal contre les algues vertes notamment. Et après ça, je me suis posé la question de ce que je voulais faire. J'ai hésité à reprendre des études dans l'environnement et en fait, je suis allé directement bosser dans une ferme où j'ai fait du pain. J'ai été formé par un mec pendant 1 an, j'ai passé mon CAP en candidat libre et après, j'ai demandé à Martin, qui était déjà boulanger, s'il voulait me rejoindre dans cette aventure. Et on a monté notre petite entreprise, Le Son du Pain. Trop bien. Donc c'est un CAP boulanger que tu as passé? Ouais. C'est pas paysan boulanger? Non, c'est juste boulanger. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Donc pour l'instant, beaucoup de cursus scientifiques? Ouais, plutôt. Hein. Estelle, toi? Ça va être un petit peu pareil, hein? Non, pas tout à fait quand même. Du coup, moi, j'ai fait une licence en écologie, et après un master pareil en écologie, et restauration des milieux dégradés par les activités humaines. Ah! Super, voilà, gros titre. Après ce master, j'ai travaillé comme technicienne de rivière, en fait, dans un syndicat de bassin versant, à côté de Rennes. Et du coup, c'est là où j'ai rencontré toute l'équipe pendant mon stage de fin d'études. Et après, j'ai bossé aussi en tant que technicienne de rivière vers Lamballe, quoi. Et donc voilà, j'ai fait ça quelques mois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça que j'avais envie de faire. J'aimais bien ce métier. Mais par contre, j'avais envie de passer de l'autre côté, de devenir agricultrice plus tôt, quoi. En tout cas, de faire un métier qui me paraissait avoir plus de sens pour moi. Je comprends, très bien. Voilà. Et du coup, après cet épisode, je suis partie faire des petites expériences en maraîchage vers Toulouse, maraîchage. Et ensuite, avec Julien, on est parti voyager à vélo quelques mois. Et on a fait du woofing pas mal. J'ai fait de l'élevage aussi, du coup, en Haute-Savoie un peu. Donc voilà, petites expériences. Les gars de la yacht. C'était génial, du coup là je me suis dit ok, en fait, et ça correspondait aussi au Covid, quoi. On a atterri dans une ferme en Haute-Savoie juste pendant le premier confinement et on était trop bien là-bas. Et c'est aussi du coup à ce moment-là qu'on commençait un peu les réunions à distance pour discuter de ce petit projet entre copains et copines. Voilà, donc après on est rentrés, on a continué nos petites réunions et là après mon cursus a continué parce que j'ai décidé de faire un BPREA en maraîchage. Et la fin de la formation, on était déjà arrivés ici, quoi. Trop bien. Martin? Allez, je prends mon tour de parole. Tu as déjà ton bâton? Ouais, yes. Moi de mon côté, on parlait de traîner à la fac. Je faisais partie de cette bande aussi. Avec Julien, on s'est accordé aussi sur nos temps de pause pour aller voyager un petit peu ensemble. Et à un moment, ça m'a... moi, je me suis dit, allez, j'essaye de faire un truc de mes mains, quoi. Bon, je sais pas d'où c'est venu, j'arriverai peut-être pas à trouver d'où c'est venu, mais en tout cas, je me suis dit, allez, pourquoi pas un petit stage en boulangerie bio, là. J'ai rejoint
une boulangerie bio pour un stage dans le centre-Bretagne, là, à Mélionnec, le village dont vient Bastien et Enzo. Et après, je suis parti pour un CAP en un an, voilà, en alternance. Et c'est un bon bagage de boulangerie. Et après, un petit voyage. Et Bastien m'a proposé d'ouvrir cette activité-là ensemble, tous les deux. C'est un bon modèle, c'est pour se lancer sur des activités dans lesquelles on ne sait pas trop si ça va marcher. C'est CAE, c'est Coopérative d'activité d'emploi. Et nous, ça nous a vraiment permis, sans trop d'investissement, de nous lancer de façon très sereine, quoi. Et voilà, on a fait 1 an et demi ensemble et il y a eu le projet collectif qui émergeait en parallèle. On a fait une belle passation de notre activité à une autre coopérative qui se créait en parallèle là-bas, sur cette ferme dans laquelle on bossait. Et on est venu apporter le volet boulangerie à ce projet coopératif ici, là. Ok. Ouais. Études scientifiques aussi avant ou pas? Ouais, j'étais avec l'équipe en fac de physique. Putain, ça me fout la pression, j'ai intérêt à être précis sur les chiffres ce soir. Sinon, je vais me faire fouetter à la fin du spectacle. J'ai fait un petit bout aussi en licence pro à Lorient sur construction écologique, matériaux écologiques. Excellent. Ouais. Antoine? Moi, j'ai fait un parcours un peu moins long. Moi, j'ai fait juste un BTS audiovisuel à Angoulême. Et du coup, je me suis retrouvé technicien vidéo à la télé à Rennes. Et du coup, c'est là-bas que j'ai rencontré un peu tout le monde. Donc, j'ai bossé 5 ans à la télé. Et puis après, j'étais plus en intermittent du spectacle, quoi. Donc, on pourrait dire plus libre, mais en fait, j'ai l'impression pas tant. Enfin bon, voilà. Du coup, je me retrouvais pas forcément dans ce que je faisais, des gens pour qui je travaillais surtout. Et de faire des congrès Lactalis, des congrès Crédit Agricole, ou même de me rendre compte. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, ça parle vrai. Là, ça parle vrai. J'ai vu plein d'envers de décors de congrès auxquels les gens n'ont pas forcément accès, et je me suis dit, voilà, du coup, ça donne envie de faire autre chose. Et moi, je me retrouve là plus sur l'apport de organiser des spectacles. Avec le petit œil technique que je peux avoir. Moi, c'est plutôt ça qui m'anime. Et après, la partie agricole et la partie boulangerie, je découvre. Et pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Donc je suis très content. Trop bien. Et comme ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes toutes et toutes présentées. Qu'est-ce qu'on fait ici au collectif Tête Bêche, en fait? On a compris, il y a un petit peu de boulange apparemment, parce que ça serait con d'avoir 2 boulangers et rien produire comme pain. Atelier maraîchage aussi, j'imagine. Et donc, t'en partie technique. Alors, racontez-moi un petit peu comment ça se passe et qui fait quoi. Peut-être que vous faites tous un peu de tout aussi d'ailleurs. Qui prend le bâton? Allez, vas-y. Allez, Estelle, vas-y. Mini présentation. Et vous complétez. Alors, du coup, sur la ferme, on fait effectivement toutes et tous un peu de tout, selon les envies plus ou moins. On a monté le projet avec une base de 3 activités un peu phares. Donc la boulangerie, on vend déjà du pain depuis plusieurs mois sur différents marchés, etc. Et du coup, c'est du pain au levain. 1 an et demi? Depuis 1 an et demi. En fait, le temps passe vite. Parce que t'as dit quelques mois là? Oui, j'ai dit. Ah oui, et toi t'étais vexé toi. En fait, depuis mars 2022. On pourrait dire quelques années, comme ça un peu. Ouais, voilà. C'est du pain au levain qu'on fait, bio, dans notre fournil. Tout le monde y travaille avec plus ou moins d'heures par semaine pour seulement une fournée ou pour des ventes à la ferme ou sur les marchés. Donc ce fournil, c'est une SCOP. La SCOP Tête Bêche. SCOP, c'est l'acronyme de Société coopérative Ouvrière de production. On n'a pas mis le ouvrier. Quel est l'intérêt de ce statut? C'est un statut où on est toutes et tous salariés, donc c'est horizontal. Vraiment entre nous. Et on a tous et toutes, c'est une part égale une voix. D'autres choses, chers collègues? Ouais, on peut pas faire de plus-value sur de la revente de la boîte. En fait, la SCOP, c'est un peu une surcouche que tu pourrais faire. Tu pourrais faire une SARL avec, dans tes statuts, t'imposer les mêmes choses, mais juste la SCOP impose un certain nombre de principes. Donc, comme disait Estelle, un associé et une voix. Le capital apporté sera exactement le capital qu'on récupérera si on quitte la boîte en cas de départ. Et donc, pas de plus-value sur la vente. Ça impose aussi de mettre beaucoup plus d'argent dans les réserves plutôt que de les partager en dividendes. Enfin, en tout cas, on peut se verser beaucoup moins de dividendes. Donc ça permet d'être tous salariés, ce qui est un avantage. Et ce qui, en tant qu'être ton propre patron, peut aussi des fois te mettre des bâtons dans les roues. Donc quelle est la différence entre une SCOP et un GAEC par exemple? Je suis pas hyper calé sur le GAEC. Vas-y. Mais quand même, la SCOP, l'idée, c'est vraiment de valoriser le travail et de le rémunérer plutôt à sa juste valeur, plutôt que rémunérer des dividendes, donc la possession de parts dans la société. C'est favorisé fiscalement, c'est favorisé dans les statuts, et donc c'est en gros une boîte qui appartient aux salariés, et donc qui valorise le fait de rémunérer les salariés plutôt que qui travaillent, donc qui sont salariés, plutôt que quelqu'un d'autre qui aurait apporté juste du capital. Donc ça impose aussi par exemple que le capital soit détenu au moins à 50% par les salariés,
Donc il peut y avoir 50% d'autres apporteurs de capitaux, mais qui ne peuvent pas avoir la majorité dans la société. Nous, on a fait même le choix d'être complètement égaux sur l'apport de capital. Et de toute façon, un associé égale une voix fait que même si les montants apportés étaient différents, on a toutes et tous le même poids, en tout cas au moment où on vote. Ça fait moins d'1 an, donc pour le moment, on n'a pas voté. On a quand même créé ce statut. Et la différence, je pense, avec le GAEC, c'est que le GAEC n'est pas fait pour salarier les personnes qui travaillent. C'est une façon de regrouper des agriculteurs, agricultrices sous un statut qui n'est pas une coopérative en fait, quoi. Je sais pas, peut-être tu vas me dire plus. Du coup, c'est des chefs d'exploitation, quoi. Sur un GAEC, c'est des chefs d'exploitation. Ouais. Tu peux avoir des salariés, mais à la base, les associés sont vraiment chefs d'exploitation. Et comme tu dis, dans les statuts, on peut mettre qu'il y a une plus-value sur les parts, tout ça, alors que la SCOP, non, c'est pas possible. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont juristes ou qui sont du milieu agricole et qui sont calés là-dessus, n'hésitez pas à nous faire un petit résumé dans les commentaires, ça pourra servir à d'autres gens. Merci. Même à nous. Donc du coup, Estelle, on en était à de la boulange. Donc oui, la SCOP fournit le thé de bêche, fait aussi food truck. Donc sur plusieurs marchés, surtout dans la belle saison, là, en été, on propose des pizzas, des tartines, sur plusieurs événements. L'une des 2 autres activités, c'est les guinguettes, enfin les événements culturels qu'on organise, quoi, sur la ferme et aussi en dehors de la ferme. Donc là, c'est pour l'instant l'été, tous les premiers jeudis du mois. On invite des artistes, des musiciens, musiciennes, du théâtre, pas mal de choses différentes. Et on fait restauration aussi dans ces moments-là. Et autrement, là, on organise aussi pour la première fois cette année un mini-festival, en fait, c'est sur une journée avec une après-midi kermesse et le soir des concerts. Ça, ce sera en septembre. D'autres choses non, c'est pas... Pour la kermesse, l'idée c'était aussi de faire quelque chose hors les murs. Et donc là, on s'est rapproché de la commune et de la salle Interco pour essayer de proposer quelque chose en dehors du lieu ici. Parce que l'idée c'est proposer des choses sur la ferme, mais ouais aussi proposer, que ce soit dans un autre cadre aussi. Et donc là c'est à la salle Aveldro, qui est la salle Interco. Ouais. Ok. Donc c'est marrant, en fait vous avez vraiment un gros volet culturel, social sur la ferme, quoi. Ça c'est la première fois que je le vois dans mes visites. Et si je peux ajouter sur... Mais je t'en prie. Sur Hyperbar. Hyperbar ? Hyperbar, c'est le nom du festival, de la journée kermesse concert qu'on organise le 23 septembre. Il y a aussi la volonté d'intégrer d'autres personnes dans l'organisation des événements. Donc il n'y a pas que cette équipe-là. Et il y a toute une équipe extérieure qui ne fait pas partie du collectif Tête Bêche, mais qui est super impliquée dans l'organisation de cette journée-là, de cet événement-là. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée sur les événements qu'on fait ici. En même temps, c'est notre lieu de vie, c'est notre lieu de travail. En même temps, on veut ouvrir à l'extérieur. Donc comment on fait pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent s'impliquer sur ce lieu qui est un lieu privé, mixte, public-privé. Cet événement-là, c'est aussi un peu le test sur cette intégration d'autres personnes pour l'organisation et du coup, à voir à l'avenir aussi comment ça pourrait s'intégrer sur le lieu ici, quoi. J'en profite, je rebondis parce que tu as parlé de lieu public-privé, on l'a pas dit, mais vous vivez toutes et tous ensemble là. Oui, ça doit pas être évident non plus. Il n'y a que lui qui rit, donc je sais pas où est-ce qu'il y a les tensions, mais il y en a. C'est parce que c'est moi qui ronfle le plus fort. Et là, dans tout ça, t'as même pas parlé du volet maraîchage. Bah non, j'y venais. Ah, tu venais. Je voulais être sûre de rien oublier. Voilà, oui, donc la troisième partie un peu sur la ferme, c'est le maraîchage. On est en train de s'installer là en maraîchage. On vient de passer en commission agrément GAEC. Mais alors, faut pas. On espère en tout cas que ça le fasse et qu'on puisse s'installer en GAEC. Pourquoi vous pourriez pas ? Non, normalement ce sera bon, mais le fait qu'il y ait une commission avec des personnes qui vont regarder un peu ton prévisionnel financier, voir si ton projet se tient pour que ça devienne un GAEC, voilà, c'est quand même un petit passage. C'est pas comme quand tu montes un statut d'une entreprise SARL ou quoi, là il faut qu'il y ait des gens qui te valident ton GAEC avant. Oui, ouais, d'accord. Ouais. C'est vrai que c'est juste pour le GAEC que ça fait ça, et je pense que c'est parce que c'est une structure un peu particulière avec la transparence des aides par exemple. Tu vas avoir des aides pour chaque associé et pas pour une société. Donc ça multiplie les aides, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu pour ça que ouais, c'est vrai que moi je suis on est un associé sur mon terrain, tu vois. Et en fait, nous, on a acheté le terrain en indivision en GFA. On a monté une CUMA pour partager les outils de production. Et on a une entreprise individuelle chacun. Ouais. C'est un autre modèle, je le dis juste pour montrer qu'il y a plein de modèles aussi qui existent, quoi. Donc on partage tout et on fait une banque de travail entre nous. Ça c'est très spécifique aux agriculteurs. Les banques de travail, c'est-à-dire que c'est dans ton bilan comptable. C'est tu dis j'ai travaillé tant d'heures pour un tel et cette personne te doit tant d'heures à la fin de l'année si tu ne les as pas remboursées. Mais une heure de travail vaut une heure de travail, tu n'as pas besoin de payer la personne.
C'est vraiment 1 heure de travail, équivaut à ouais. 1 heure de travail. Peu importe ce que tu fais de cette heure de travail et combien gagne l'autre. Et donc, GAEC, voilà, donc on est en train de s'installer et on a décidé d'être un GAEC parce que c'est quand même une structure qui est chouette pour s'installer sereinement à plusieurs. Et donc là, on s'installe à 3. Dans l'idéal, à la base, dans ce projet-là, on voulait s'installer en société coopérative unique pour les 2 activités, pour la boulangerie et le maraîchage. Et c'était... Société coopérative unique. Bah, c'est-à-dire que où tout le monde aurait pu... Non, c'est nous qui disons ça. Un scoop. Parce qu'il y a la skip aussi, non? Il n'y a pas ça? La SIC. La SIC. Ou skik. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais c'était un peu ça l'idée quand même. Ok. Oui, en fait, l'idée c'était qu'on soit tous et toutes dans une même société où on serait toutes et tous salariés de la même manière et comme ça, on aurait le même statut. Bah, c'est pas comme la SCOP, du coup? Si. C'est la... ouais. C'est juste que là, il y a le fait d'intégrer une activité agricole. Alors, ça vient peut-être de se débloquer là très dernièrement, mais le fait d'intégrer une activité agricole, si tu veux bénéficier des aides à l'installation, tu peux pas le faire sous le statut SCOP, quoi. Et là, on a eu des infos comme quoi ça pouvait peut-être... je sais pas s'il y a trop de retour d'expérience là-dessus, mais ça se débloque en tout cas la possibilité de créer des scopes agricoles, quoi. À la base, vraiment, on voulait faire une structure et tout réunir sous cette même structure. Et un peu l'expérience de la première année, on s'est confronté à plein de murs où, même d'un point de vue organiser des événements, ils nous disaient mais là, si vous faites des demandes de sub et qu'il y a une partie boulangerie, c'est trop mixte, vous n'allez pas rentrer dans les clous, ça va être compliqué. Donc ça a été un aspect où ça nous a un peu freiné. Après, on présentait notre projet et je pense qu'on passait un peu pour des hurluberlus, quoi. Moi, je me rappelle d'avoir été voir un banquier et de présenter le projet global et c'était l'incompréhension totale parce que ça le faisait bien marrer, quoi. Et donc, en fait, on a fini par sectoriser vraiment un peu par ces obstacles un peu juridiques et procéduraux. On est parti sur 3 structures et on espère un jour pouvoir tout refusionner, mais voilà, c'est à voir comment c'est possible. Et ce serait peut-être sous le format d'une SIC chapeau, la fameuse SIC, le retour. Ok. SIC qui est l'acronyme de? Société coopérative d'intérêt collectif. Magnifique. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur l'historique du lieu? En présentant le projet, on cherchait une cohérence un peu entre ces 3 activités. Et c'est vrai qu'il y avait boulangerie, il y avait maraîchage, il y avait événements, et on trouvait que ça faisait une belle cohérence dans tout ça. Le fait d'ouvrir les événements, ça permettait d'ouvrir la ferme au public, et du coup il y avait cette volonté-là qu'il y ait du public qui puisse venir sur la ferme pour pas que ce soit juste un lieu de travail, mais que ce soit aussi un lieu de fête et un lieu accueillant. Et sur les événements, on fait de la nourriture. Et ce qu'on fait pour le moment, c'est aussi un peu à la croisée des activités, puisqu'on fait pas mal de pizzas à tartines. Et du coup, les pizzas, c'est un peu la pâte à pain avec des légumes dessus. Et donc, d'avoir comme ça une production qui sort de la ferme et qui nourrit des gens autour d'un événement festif, c'est un peu la clé de voûte, j'ai envie de dire. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc qui m'anime vachement, quoi, de me dire, il y a un truc un peu complet qui sort de tout ça. Super intéressant. Moi, j'ai juste une dernière question. J'ai un peu blagué dessus, mais comment on fait pour vivre à 10 sans s'engueuler? On s'engueule. Je pense que le fait d'avoir habité déjà tous ensemble, on avait déjà un peu des petites indications sur comment fonctionne chacun, qui est prêt à faire des compromis sur quoi, qui est prêt à voir et avec qui je peux passer du temps facilement. On est arrivé en se disant on va voir comment ça marche, et en fait assez rapidement on s'est dit que c'était bien qu'on se fasse accompagner. Du coup on a fait une formation qui s'appelle s'associer sans s'entretuer, j'arrive jamais, c'est bon, j'ai réussi à le dire, avec le CIVAM, auquel on est passé une journée pour discuter de plein de choses et puis voir des modes de fonctionnement, des choses. Et puis on a une amie qu'on a rencontrée ici assez rapidement et en fait qui fait de l'accompagnement de groupe, elle fait un peu de résolution de conflits. Et donc elle est venue passer du temps ici avec nous un petit peu. Elle nous propose, des fois on lui demande des idées d'ateliers ou de... Voilà, donc on est quand même accompagnés au-delà du fait qu'on se fait, je pense, tous confiance et on va tous un peu dans la même direction. Il y a quand même des petits outils, des façons de réfléchir qu'on nous propose. Et après on essaye de mettre des choses en place. Il y a plein de choses qui sont en questionnement un peu tous les mois, on remet des choses sur la table de ça marche pas en fait, faut qu'on fasse comme ça et je pense que ça, pour l'instant ça va, j'ai l'impression. Après il y a forcément des moments où il y a un peu des tensions, où chacun tire un peu la corde de son côté, chacun lâche un peu de lest, mais c'est vrai que c'est quand même intense. Après là, dernièrement on a acquis plus de place, en tout cas on va dire plus de place à l'abri et permettre de pas passer l'hiver en caravane dehors.
Donc on est tous déjà plus confort, et une fois que le confort est... Je pense, je parle pour moi, parce que moi j'ai du confort à fond, mais du coup, je pense que le confort aussi de l'habitat et le cadre de vie fait aussi que c'est plus facile de se trouver. On a aussi des endroits où on peut aller s'isoler si on veut. Parce que justement, puisque tu parles de ça, là vous avez un bâtiment principal, vous avez combien de bâtiments, combien de mètres carrés et la superficie du terrain fait combien? Donc on a une maison qu'on a achetée avec le terrain autour. Donc le terrain il doit avoir un peu plus de 2 hectares en tout. Donc il y a de la forêt, une petite clairière, il y a 8500 mètres carrés de surface exploitable. Et donc on a une grande maison avec plusieurs chambres et depuis peu on nous prête une maison qui est en fait dans le village juste à côté, derrière là-bas. Là. Et d'où on s'est répartis dans les deux maisons pour dormir. Et on a plus dans la maison principale de base où on a une espèce de grande cuisine où on travaille aussi, où on fait aussi les repas et voilà quoi. Combien vous avez acheté ça? 215 000. Avec les taxes, 215 000. En tout, 215 000, toutes taxes comprises quoi. Et sous quelle forme vous avez acheté? En SCI. SCI, ok. Société civile immobilière. Il a pris les devants, bien joué. Du coup, en termes d'organisation au sein de la ferme, pour faire en sorte aussi que ça se passe bien entre nous et pour bien communiquer et se répartir les tâches de la semaine, tout ça, on fait une réunion de collectif toutes et tous ensemble le lundi après-midi. Donc généralement, de 14h à 18h, glissant, on fait des réunions où on discute de points. On travaille avec Trello, un outil numérique. Là, on a une appli sur nos portables et du coup, on peut mettre plein de choses à l'ordre du jour, par exemple. Et du coup, on discute de plein de points. Voilà. À la fin, au début de la réunion, on parle de notre planning de la semaine, qui fait quoi. Voilà. C'est très bien qu'on ait ça, je pense. Tout ce côté-là, un peu vie à 10, que soit pour la coloc, soit pour le côté des activités, c'est hyper important d'avoir un peu... Des fois, il y a des trucs... Et il faut se décider super vite sur est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, il y a machin qui est arrivé livrer ce truc. Et en fait, on est assez fort là-dedans, je pense, maintenant, du fait de se connaître depuis longtemps et d'avoir un peu des réflexes de communication. On arrive vite à réagir bien, je pense, sur différents sujets. Ouais, les outils, c'est vraiment intéressant aussi. Et peut-être aussi le fait d'avoir été, je sais pas, mais d'avoir un peu bossé toutes et tous dans différentes assos, différents collectifs à droite à gauche. Il y a un peu quelque chose d'organisation collective un peu qui marche bien, quoi. Je vois que quand on fait je sais pas, des pizzas et qu'on est 5 derrière un stand et en fait chacun fait ses trucs, on se passe ci, ça, et c'est assez fluide, quoi. Ça marche bien quand même. Je trouve qu'il y a un truc qu'on arrive à faire relativement bien, je pense qu'il était un peu, qu'aurait pu être une crainte, c'est à garder quand même une belle complicité, une belle amitié. On n'est pas à passer de juste pote à juste collègue. On peut assez vite passer d'une discussion où ça parle boulot à partir sur un délire et puis après à revenir sur le boulot. Et donc je trouve qu'on réussit à garder quand même pas mal de moments fun entre nous et à continuer à se construire toute une histoire d'amitié et à se connaître sur d'autres pans. Donc moi ça c'est quelque chose que je trouve hyper chouette ici. Là aussi c'est le fait de bien se connaître hors temps de travail, ça peut aussi drifter côté boulot et après on sait par exemple avec qui ça passe plus ou moins bien ou donc des moments où tu dis non là j'en parle pas ou je peux me permettre d'en parler. Mais ça je pense que c'est le fait soit de se connaître, soit d'être à l'écoute et si on savait pas alors on essaye de l'apprendre et de pas revenir heurter les sensibilités derrière. C'est forcément mon point de vue que je délivre mais je trouve que ça a fait une belle osmose, une belle ambiance, quoi. Trop cool. Je trouve qu'il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas vraiment une spécialisation des activités. Il y a vraiment ce besoin de communication dans vraiment le transfert d'infos essentiel parce que moi je vais faire de la boulangerie aujourd'hui mais demain je serai sur la rénovation, le maraîchage et donc le fait qu'il n'y ait pas vraiment cette spécialisation des personnes sur les activités, il y a vraiment besoin de ces outils et je pense qu'on arrive on en a mis en place certains et il y a ce côté-là, quoi. Justement, tu me devances sur la question que j'allais vous poser, effectivement. Donc vous êtes tous et toutes au même niveau sur toutes les activités. Enfin, j'imagine que les boulangers, ils drivent un peu plus le côté boulangerie, toi peut-être un peu plus le maraîchage. D'ailleurs, à part toi, personne n'a fait de formation agricole ? Si, ouais. C'est Marianne et Hugo qui sont pas présents sur la vidéo là. Ouais. Et qui ont tous les deux aussi passé le BPREA. Cool, et du coup tout le monde va sur chaque atelier. Comme tu disais tout à l'heure Estelle, c'est vraiment en fonction des envies, quoi. C'est, à un moment donné on s'est pris un temps, on s'est dit comment on imagine notre idéal de travail et quelles activités on imagine nous salariés, quoi. Et donc en
pourcentage de temps de travail dans la semaine. On imagine moi passer peut-être 20% en maraîchage, 80% en boulange. Là, on est sur une phase de lancement des activités. Donc, il y a, par exemple, moi personnellement, j'ai pas encore mis le pied dans le maraîchage parce qu'il y a tout un volet administratif dans lequel j'ai pas envie de me projeter et j'ai pas les compétences. Et donc, je pense qu'à vitesse de croisière, je tends à avoir tant de pourcents dans telle activité, tant de pourcents dans l'autre. Et forcément, ça incombe des responsabilités. Ou imaginons je passe 80% du temps dans la fournile, peut-être que j'aurai des responsabilités peut-être plus administratives, de gestion des stocks et tout, que quelqu'un qui passe 10% aura moins. Mais donc il y a des petites spécificités comme ça par activité. Mais voilà, l'idée c'est chacun fait sa sauce et on détermine finalement comment on va développer les activités en fonction des envies de chacune. De ce fait, comment vous vous rémunérez ? Bonne question, tu vois, ça c'est à l'ordre du jour de bientôt. C'est vrai ? Ouais, pour l'instant il y a la boulange qui nous fait à toutes et à tous un mini contrat. On est à 18% ? 17. Un 17% ? Ouais. On est à 8 personnes maintenant. On a tous un petit contrat et donc pour l'instant c'est simple entre guillemets parce qu'il n'y a qu'une activité qui nous rémunère. Donc la parité ou l'égalité est facile à respecter. Pour l'instant on a plutôt pris le pari, ou le pli en tout cas, de viser l'égalité dans ce que nous rémunèrent les activités auxquelles on participe tous en faisant fi du passif. C'est-à-dire qu'on ne tient pas en compte pour l'instant du chômage ou des situations personnelles de chacun. On touche toutes et tous la même somme. Et là, en fait, avec les nouvelles structures qui se créent, se pose la question et des contraintes juridiques. Par exemple, le GAEC impose qu'il y ait un maximum de 10 heures par semaine, c'est ça, ou 10 heures par semaine en travail à l'extérieur. Donc nous, il va falloir un peu qu'on réussisse à jongler entre les contraintes juridiques et nos attentes pour trouver un équilibre qui nous convienne. Parce que la porosité dans notre volonté de participer aux différentes activités et le fait d'avoir différentes structures juridiques, c'est un casse-tête. Bien sûr. Ce qui veut dire que certaines d'entre vous gardent une activité professionnelle en dehors du collectif ? Depuis le début, il y a juste moi qui ai une activité à côté. Je suis surveillant au collège de Plozevet. Ok. Ils seront ravis de te voir sur YouTube. Ils sont ravis de me voir sur YouTube. Je fais la bise à tous les internes. Mais que je connais même pas encore. Mais du coup, je reprends l'année prochaine. J'étais à 50% cette année, je fais moitié moins encore l'année prochaine. Et du coup, pour jongler avec ce qui se passe ici. Moi, c'était une facilité parce que c'est la nuit. Du coup, je rate pas. Enfin, ça met quelques contraintes, mais c'est quand même léger et c'est assez facile à faire. Et du coup, après, c'est vrai qu'on a chacun nos situations perso. Et je préférais garder un pied en dehors aussi pour plein de choses et pour aussi le fait que j'aime bien dépenser de l'argent et du coup, il m'en faut. C'est honnête, c'est une raison très honnête. Ce qui veut dire que vous rémunérez combien alors si vous avez tous la même somme ? 132,78. Tu veux le micro, Julien ? Allez, vas-y, dis-le dans le micro. Non mais si c'est trop énorme, je comprends que tu ne peux pas le dire. Oui, je sais que je ne voudrais pas qu'on se fasse rattraper. Quoi, parce que... Non, là, on a des contrats de 10 heures par semaine au SMIC, donc ça fait 240 € pour le moment, mais ça va évoluer. On le re-questionne à chaque fois parce que l'activité elle croît aussi en termes de boulot. Et prochainement ça va rebattre les cartes aussi, la création du GAEC, où il va falloir se replancher sur ces questions-là de rémunération. Donc pour le moment c'est faible et il y a un complément des aides extérieures. Il y a aussi la troisième activité où on aimerait bien idéalement pouvoir salarier quelqu'un avec l'asso et l'événementiel. Donc pour l'instant on est sur un DLA pour voir un peu comment on pourrait idéalement salarier une partie ou au moins une personne avec l'activité d'événementiel aussi, quoi. Et là Nicolas, petit défi DLA ? Date limite d'autoconsommation. C'est d'autoconsommation. Allez, pas mal. C'est dispositif local d'accompagnement. Je pense que je suis pas le mieux placé pour en parler, mais c'est quelque chose qui est mis. Où tu veux dire Vincent ? Oh la joie, la grande joie. Je saurais pas trop quoi en dire, quoi. C'est une personne externe au collectif qui vient nous accompagner pendant 4 ou 5 journées entières sur la partie association. Et donc c'est la région Bretagne qui finance ça, quoi. Cette personne qui vient nous accompagner, elle est vraiment dans la structuration d'associations et dans le fait de salarier des gens dans des assos, quoi. Et juste par rapport à toute cette histoire de rémunération, la partie GAEC, du coup, là, on vient de passer en commission GAEC, aussi pour demander, pour notre installation, de pouvoir travailler à l'extérieur du GAEC. Enzo t'en parlait tout à l'heure. C'est pas du tout automatique. Enfin, il faut absolument faire une demande de dérogation travail à l'extérieur pour pouvoir
le faire. Et du coup, nous, Marianne, Hugo et moi, on a envie de travailler 8 heures par semaine en boulangerie, par exemple. Et du coup, on a fait cette demande. Donc, en termes de rémunération, on espère pouvoir aussi avoir une petite partie avec la boulange. Et pour le GAEC, on a demandé les aides à l'installation. Et c'est vraiment ça, au début, qui va nous permettre de nous rémunérer, quoi. Qui s'installe en GAEC ? Marianne, Hugo et moi. Du coup, cet argent-là, il va arriver sur nos comptes, disons. Mais ensuite, comme on a une envie vraiment de se rémunérer de la même manière, ensemble, etc., donc après, on va rediscuter toutes et tous ensemble de comment on va faire concrètement pour qu'une heure passée en maraîchage vaille la même chose qu'une heure passée en boulangerie et avec l'association aussi. Comme mon histoire de banque de travail, quoi. Ouais, en fait. Ok, trop bien. Donc, on va voir tout de suite la partie maraîchage. Et on a la chance d'avoir été rejoint par Marianne qui n'était pas là avec nous tout à l'heure, Marianne. Non. À peine elle arrive chez elle, elle se fait agresser. Tu es gênée, ça se sent, Marianne. Bah, du coup, juste pour savoir, toi, t'as fait quoi avant de faire un BPEURA ? Moi, j'ai fait un master dans l'environnement, plutôt Ok. spécialisé informatique et modélisation des milieux. Ok, trop bien. Alors, on arrive sur la zone maraîchère. On a quoi ? 5000 m²? 6000 m²? En tout, il y a une parcelle de 8000 m². Ouais. Cette année, on cultive pas tout, on cultive plutôt 1000 m² plus la serre. Alors, comment vous êtes organisé ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a cette serre, qui n'est pas une très grande serre. Ça fait quoi ça ? Même 100 m², même pas ? 150. 150, À peu pardon. près. Oui, quand même. Oh là quand là. même. Là, c'est la combienième année ? Première, deuxième ? Bah, c'est la 0. Enfin, en Donc, première. maraîchage, bon, on a fait un potager l'été dernier, enfin, sur une partie. Et là, cette année, on refait du maraîchage sur cette petite partie. Mais c'est toujours plutôt pour la coloc, le collectif. Et pour commencer la vente à la ferme avec un petit peu de légumes là cet été. On n'est pas encore installé, comme on n'a pas encore le GAEC là. Alors, comment vous travaillez ? Là, je vois que tout le sol a été paillé. Ici, c'était une friche avant ? Qu'est-ce que c'était ? Non, c'était un champ cultivé en céréales en conventionnel. Céréales conventionnelles, Comme d'accord. le reste Donc, de la parcelle d'ailleurs, qui est encore cultivé comme ça autour. ce qui est autour, Tu vois, c'est-à-dire. il y a une bande là dans le fond qui est encore en maïs cette Ouais. année, Mais qui ne vous appartient pas du coup. qui nous appartient pas, non. Chez vous, ça s'arrête à partir de la friche ? Ouais, c'est ça. Chez nous, c'est le rumex et le champ cultivé, c'est pas nous. D'accord. Ah, mais la friche de Rumex, c'est. Enfin, pardon. Le champ cultivé de Rumex, c'est à vous. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Pour bien commencer notre activité, on a une petite banque de graines qui s'installe tranquillement. Du coup, champ cultivé ici en conventionnel. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail ? Et surtout, du coup, vous n'êtes pas bio pour l'instant ? Vous avez demandé la conversion ? On a une conversion là, du coup, c'est quoi ? Février l'année prochaine, on sera en bio sur cette parcelle. Et pour l'instant, ce qu'on a fait, on a amendé avec du compost l'année dernière. On a semé de la luzerne et de l'avoine pour Ok. faire un engrais vert. Et comme on savait qu'on n'allait pas cultiver tout de suite, on s'est dit que la luzerne, ça pouvait être pas mal puisque c'est pluriannuel. Ça met un petit peu de temps avant de s'installer. Et au final, là maintenant, il y a de la luzerne dans pas mal d'endroits, mais bon, elle ne se sera pas aussi bien installée qu'on le souhaitait, mais au moins ça apporte un peu d'azote, ça fait quand même un petit effet, quoi. Du coup, compost, engrais vert. Après, il y a eu quoi de fait ? Je vois des buts, je vois de la paille. Oui, nous, on est plutôt sur un modèle en planche permanente. En fait, on a tous les trois pas mal été inspirés par les techniques du MSV, donc le maraîchage sol vivant. Du coup, l'idée derrière, c'est d'amender beaucoup le sol en matière organique et de peu le travailler, le moins possible. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a envie de faire ici. Donc c'est pour ça que toutes les planches sont en paillage paille. Donc ça permet d'avoir moins de désherbage à faire, ça retient bien l'eau, donc on a moins besoin d'irriguer. Et en plus, ça nourrit le sol, ça se décompose et ça amende le sol. Et justement, cet apport massif de compost, où est-ce que vous avez trouvé ce compost ? Et ben, c'est une entreprise de travaux agricoles qui nous l'a amené et pendu. Ah, d'accord, ils ont fait l'épandage et l'apport. Alors en MSV, il y a plusieurs techniques. C'est soit effectivement des apports massifs de matière organique ou de compost. Matière organique qui va se dégrader lentement dessus. La paille, ça se dégrade quand même assez vite. Donc c'est une matière organique qui se désagrège très rapidement. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous allez être obligé de refaire un apport. Du coup, vous allez faire quoi ? Un nouveau compost ou est-ce que vous êtes sur un broyat, sur une paille ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Là, l'année prochaine, on aimerait bien plutôt amender avec du fumier. On a déjà contacté des haras, des clubs d'équitation à côté. Il y en a un en particulier qui a l'air chaud. Donc on a l'intention d'acheter un épandeur et d'amener notre épandeur là-bas, quoi, pour ensuite amender tout notre champ, les 1500 m² avec. Plus trop de paille finalement en fait. On va plutôt fertiliser avec le fumier et ça fera aussi office de paillage, quoi. Ok. J'en profite pour donner un petit conseil aux amis qui font du maraîchage. Sachez que quand vous êtes en bio, vous avez la chance, je sais pas, mais en tout cas c'est légalement, on a le droit d'utiliser du fumier qui n'est pas bio, en bio. Voilà, je le dis parce que si on va absolument chercher du fumier qui est bio et qu'on n'en trouve pas, ben voilà, sachez qu'on peut l'utiliser en bio quand même.
Ok, donc planche permanente. Rhubarbe un petit peu là ici. Un petit peu. Hein, un Oui. petit peu. Un petit peu beaucoup. Oui, on a mis un petit peu des plants de rhubarbe ici sur toute une planche. Et là, on a mis aussi des petits fruits. Bon, c'est plutôt pour nous ça. Enfin, Les groseilles. ça va pas être. On n'en aura pas beaucoup. Mais Ouais. oui, il y a du sécasse ici et groseillier aussi. Donc on sait qu'on va pas y toucher. Et notre idée, c'est d'avoir une allée ici. Ouais. Et ensuite de commencer à avoir nos planches de culture. L'année dernière, on a cultivé ici notre potager. Et là, on l'a laissé sans rien cette année parce qu'on ne savait pas encore où est-ce qu'on allait mettre nos futures serres. Parce que pour l'instant, on a 150 mètres carrés. Mais dans le futur, normalement, en septembre-octobre, on devrait avoir 2000 mètres carrés. Ouh là, ça devient sérieux là. Ouais. Ça y est, c'est signé là. Ah ouais. Vous avez signé les devis? Ouais. Ok. Quel prix 2000 mètres carrés de serre? Dans les 50 000. Ouais. 50 000. Mais c'est pas cher. Ah non, pardon. C'est Ça les va prix. quand même. Hein. Non, mais je dis ça, mais parce que moi j'ai acheté une serre, mais bon, c'est pas la même chose, j'ai acheté une serre de 500 mètres carrés, 20 000 euros. Donc c'est quand même moitié moins cher que moi. Mais la différence, c'est que moi, c'est une serre, je sais pas si c'est le cas de la vôtre, mais paroi droite, 4 mètres 20 de haut, 4 mètres 10, demi-lune ouvrante, plus latéraux ouvrants. On n'a Donc pas vous, une c'est peut-être- demi-lune, mais à part ça, c'est Vous avez les latéraux ouvrants? Ouais. mécanisé et automatisé en fonction de la température. Bah c'est pas cher alors. Non, ça Bah, va. c'est vrai que c'est peut-être pas. Bah non, si c'est pas cher. Ouais. Ou alors c'est moi qui me fais avoir. Bah, non, mais non. Ah non, c'est pas cher. Ça va. Qui fait ça? Sodicère. Ça dégage d'ici? Oui. Ils Donc, sont dans les Côtes d'Armor. Finistère ou Côtes d'Armor? Au nord. Ouais, donc ils me feront Bretagne pas ça Nord. chez moi quoi. Je pense pas. Ouais, c'est ce qui Dommage. nous a un peu décidé aussi à travailler avec eux, c'est qu'ils sont pas très loin et puis aussi ce qu'ils nous proposaient nous intéressait bien. Par exemple, là, nous, on va pas mettre de béton, enfin, ça va vraiment être avec des vrilles. Donc ça c'était chouette aussi pour nous, pour le futur quoi. Dans le moment où on voudra peut-être enlever ces serres-là, bah, il y aura pas trop de problème de béton dans le sol. Alors justement, allons voir cette première petite serre. Alors là déjà, on a des pieds de courgettes les amis, ils sont gigantesques. Vraiment, hein. Ils sont très très gros là. Hein. Ouais. Commence à être là depuis un moment, ces petits plants de courgettes. Et vous faites pas une rotation de courgettes, vous avez planté que celle-ci? Il y en a en plein champ aussi. En plein qui champ. vont arriver, Ok, donc vous avez étalé au... Non, un peu trop espacé les deux. Ah, tu veux dire en temps? Ouais. C'est que celles-là, elles sont un peu sur la fin là, et Ouais. celles-là sont pas prêtes à donner encore. Ah oui, d'accord. Un relais un petit peu court quoi. Ouais. Là, des plants d'aubergine. Je vois qu'il y a un petit bac à marrer avec des semis. Vous avez fait tous vos semis vous-même? Non. Non. Non, pas tous. En fait, cette année, vraiment, on n'est pas encore du tout équipés. Donc, on n'a pas de pépinière. Donc, pour les plantations particulièrement précoces, les tomates, etc., on n'avait pas de plaques chauffantes et tout. Donc, on a travaillé avec un pépiniériste qui est pas très loin là, à Plonéour-Lanverne, Alexis. Et du coup, il nous a vendu pas mal de plants. Après, on a fait quelques petites choses, des laitues, on a fait des cucurbitacées, là les courgettes en plein champ, les courges, c'est nous aussi. Mais la majorité, on a acheté avec Alexis, quoi. C'était un pépiniériste, un producteur de plants qui fait du plan maraîcher professionnel, particulier, les deux. Les deux. Et du coup, il vous a vendu un tarif pro ou un tarif particulier? On a eu un tarif pro. Et donc, du coup, en pro, le pied de tomate, il a combien? 1,20 €, il me semble. C'est l'ordre de grandeur, ouais. Disons que c'est plus cher peut-être que les grosses structures auxquelles souvent les maraîchers achètent leurs plants. Mais on aimait bien aussi le côté ultra local et que ce soit... Du coup, c'était un ancien maraîcher qui s'est reconverti là dans la production de plants. Et la dynamique est très chouette. On est sur quoi comme variété? Il y a du F1. Je pense pas que ce soit du F1 là. Non. Non, il n'y a pas de Il n'y a F1. pas du tout de F1 là. On ne sera pas péremptoire, mais dans l'idée, on préfère éviter le F1. On ne dit pas qu'on n'en fera jamais, mais cette année, par exemple, on n'en fait pas du tout. Ok. Et on essaie de travailler au maximum avec des variétés... quand il y a des variétés locales disponibles, on les teste. Donc là, Ok. par exemple, sur les tomates, c'est des précoces de Quimper. Donc c'est une variété qui est vraiment d'ici. Mhm. Et qui Celle-ci, marche là bien, en fait. Ouais, on a. Est-ce que je peux en goûter une? Tu peux en goûter une. Je goûte laquelle? Ah bah, serre-toi, hein, la plus mûre que Tiens. tu trouves. Ça là, elle est jolie celle-là. Mais elle est un peu grosse. Mais elle est mûre. Ça, j'adore goûter les tomates. La précoce de Quimper est validée. Ah, super. Ah ouais, elle est validée celle-là. Non, c'est vrai. Petite cornue des Andes là-bas? C'est des romas. Ah, c'est des romas. Ouais, mais qui marchent Des pas romas très que bien. d'habitude, qui ne marchent pas très bien, tu dis? Non. En fait, Parce que d'habitude, elles sont en plein champ, les romas, non? Ici, c'est compliqué de faire des tomates en plein champ en Bretagne. Ah ouais? Enfin, nous, de ce qu'on a observé, le climat est trop humide, on a du milieu qui se développe. Trop tôt. Ok. C'est peut-être parce que vous êtes trop proche de l'océan, parce que la ferme où on était hier, ils faisaient de la roma en plein champ. Ah ouais. Mais ils étaient. C'était quoi? Ouais, Questembert, ouais, c'est ça. Ouais, c'est déjà 56. Ouais, c'est Morbihan Morbihan, ouais. du coup, ouais. Bon,
Bon après, peut-être que ça se teste, hein, mais je pense que la tomate c'est tellement le légume à pas rater pour faire une bonne saison et gagner quand même pas mal, un petit peu d'argent, et que c'est pas mal de les laisser sous la serre. Bien sûr. En tout cas pour nous c'est ouais. Faudrait tester quand même l'aroma peut-être. Et ici c'est de la marmande autrement. Marmande, Ouais. Roma et précoce de Quimper. Voilà. Courgette, c'est quoi? C'est de la classique verte ou quoi? Ouais, c'est comment elle s'appelle je sais même plus. Ou la vert maraîchère ou un truc Ouais, je comme crois que c'est ça. Et les aubergines là, c'est des barbentales, il me semble. Ouais. Et il y a les cornichons aussi. Et il y a les cornichons aussi. La spécialité d'Estelle. Je vois que là-bas il y a un petit bac noir, qu'est-ce que c'est? C'était un essai de couche chaude. Ouais. On a récupéré un peu de sûre et en fait on a voulu le composter. Ouais. Enfin composter cette sûre pour essayer de faire une couche chaude quoi, donc d'atteindre une température adéquate pour certains plants là plus tôt dans la saison. On a essayé, ça a un petit peu marché, bon c'est vite redescendu en température. C'était intéressant de tester. Et justement, en parlant de température, je vois que votre serre, elle n'est pas exposée plein soleil. C'est un choix. C'est un choix, mais pas forcément pour le bien-être des plants. C'était peut-être un plus avec du soleil, ça aurait été mieux. Mais en fait, cette serre-là, elle est dans le futur destinée à être plutôt la pépinière et une zone de stockage. Et on cultivera plus dès l'année prochaine vraiment dans cette serre, donc c'est pas grave si elle était un peu en dessous des arbres du bois à côté quoi. En fait, elle est mobile. L'année dernière, elle était en plein milieu de la parcelle et là, on l'a déplacée pour la mettre là quoi. Elle est mobile Elle sur est- roue, sur rail, sur... On la porte, donc on a fait venir 16 copains et on a soulevé la serre et on l'a déplacée là sur 200 mètres. Ok. Parce qu'on savait dès le départ que notre design n'était pas fixé et que tout pouvait bouger. Du coup, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on met la bâche sous terre et du coup, ça peut plus bouger. Et là, on l'a clipsée sur des rails et du coup, on peut la déplacer. Trop bien. Une question essentielle, d'autant plus que dans le groupe, vous avez pas mal travaillé dans le secteur de l'eau. Il me semble ne pas avoir vu de ligne d'irrigation. On n'arrose pas. Comment ça? Je sais pas, je regarde le sol et a priori, beaucoup de paille, pas beaucoup de tuyaux. Comme on disait tout à l'heure, on n'a pas d'équipement pour l'instant, on n'a pas fait d'investissement du tout. Donc on avait quand même récupéré un peu de goutte à goutte. Donc là, on ne les voit pas, mais ils sont en dessous, sous la paille. Donc on a une tonne à eau au-dessus et du coup on fait passer un peu d'eau en goutte à goutte, mais ça marche plus ou moins bien quand même. Parce Donc, que c'est juste le dénivelé qui fait arroser. Il n'y a oui. pas de pompe quoi. Il n'y a pas de pompe. Et puis c'est un peu du matos récupéré qui marche pas forcément très bien. Tous les trous du goutte à goutte sont pas forcément... Enfin, certains sont bouchés ou voilà quoi. On arrose avec... au début de saison quand même, on a arrosé avec un asperceur au milieu là. Et là tu t'es dit pareil par rapport au milieu, tout ça, peut-être pas le meilleur choix technique. Et puis, et aussi, les plants sont devenus trop grands en fait. On peut pas là, il était posé au sol. Donc, Voilà. Ok, d'accord. Ouais, il n'était pas au-dessus sur les barres de culture. Et du coup là concrètement on arrose au tuyau, pied par pied. Dans le plein champ, c'est pareil? Pas d'irrigation? Pas d'irrigation. Donc au tuyau, et après c'est juste pour cette année vraiment. L'année prochaine, enfin en septembre-octobre, on va investir dans une grosse citerne. Notre objectif c'est de récupérer un maximum d'eau de pluie. D'après nos calculs en fait, avec nos demi-mètres carrés de serre, si on récupère tout, on devrait avoir assez d'eau pour irriguer toute l'année. Donc ça veut dire citerne enterrée, citerne ouverte, comment vous les récupérez? Parce que avec les chéneaux, ok, et après l'eau glisserait où? Ça descend des chenaux, ça va dans le sol, et après il y a un bac de reprise avec une pompe qui reprend l'eau de pluie et qui la renvoie dans la citerne. C'est une citerne hors sol en acier galvanisé, les trucs circulaires, qui va faire 4 mètres de haut par 16 mètres de diamètre. Ça fera en gros 650 mètres cubes. 650 mètres cubes en extérieur. On est assez limité en espace sur notre terre là, et du coup un bassin de rétention c'était pas envisageable. Et aussi on aime bien cette idée d'une citerne où il n'y a pas d'évaporation de l'eau. On va tester ce modèle là quoi. Et là par exemple la tonne qui est au-dessus, dont vous parliez, comment elle est remplie? Avec l'eau de pluie qui tombe sur le hangar. Le hangar qui va être la boulangerie plus tard, il y a un peu de récupération d'eau de pluie dessus. D'accord, super. On va voir ce que vous avez fait un petit peu en planche de plein champ. Ah ouais. Donc là on a un peu de tout, hein. Racontez-moi ce que vous avez fait. Et qu'est-ce qui a marché le mieux, qu'est-ce qui marche moins bien aussi, c'est ça qui est intéressant. Alors, par ici, du coup, les premières planches, c'est des pommes de terre. Donc, Au tout début, ouais, sous la paille. Voilà, on a 3 planches. En gros, là, c'est des planches de 32 mètres qu'on a fait pour cette année. Et là, l'itinéraire technique, il fonctionne plutôt bien. Enfin, après, on n'a pas encore fait la récolte, mais c'est déjà une technique qu'on a utilisée l'année dernière. Donc, on a 4 rangs de pommes de terre, quoi, espacés de je sais plus combien, 60.
Voilà. Et il faut mettre assez de paille, vraiment un max de paille pour qu'ensuite les pommes de terre elles se développent bien, qu'elles ne deviennent pas vertes et tout quoi. Parce que du coup, vous avez juste fait de la pomme de terre posée sur sol, recouverte de paille, c'est ça? Exactement, ouais. Donc on attend de voir la récolte, mais l'année dernière ça a plutôt bien marché, donc c'est cool. Trop bien. Et en plus, plus facile à récolter aussi avec la système paille, quoi. C'est super facile à récolter. Ouais. On a des laitues et du persil. En fait, la production qu'on fait cette année, c'est pour nous et pour aussi food truck un peu, enfin notre activité de food truck. Et du coup, on a pas mal besoin de laitue et de persil. Et donc voilà, là on fait des petites séries tout cet été, quoi. Du coup, là ensuite, la planche d'après, c'est des betteraves. Et là, les betteraves, elles sont hyper grosses. On est vraiment contente du résultat, quoi. Et alors ça c'est fou parce que salade de plein champ sans arrosage, c'est dangereux quand même. On les arrose. Ah ouais. Elle monte pas en graines, ça va. Bah ouais. Je ne comprends pas trop l'utilité de cette toute petite clôture étant donné qu'elle fait pas le tour. Ouais, c'est parce qu'en fait on a 2 cannes qui se baladent et les cannes adorent les laitues. Donc on a mis une clôture pour empêcher nos cannes de rentrer. Parce qu'on a nos propres ravageurs en fait qu'on élève sur place. Et voilà. C'est une clôture à canard. Mais là du coup, pourquoi elle continue pas? Parce que... C'est quoi? C'est de la... Non, c'est pas de la blette en tout, qu'est-ce que c'est? C'est des choux. Ouais. C'est quoi comme chou? Des choux pointus. Choux pointus? Ah, qui font comme ça là? Attends, mais c'est les choux... Attends, les choux pointus, c'est les choux en pic comme ça normalement? Ouais. Et ça, attends, ça pousse comme ça, j'ai jamais vu. Hop, bah du coup, ouais, pour éviter la mouche, la pyrrhide noctuelle, là, on... Ouais. Mais tu vois, ah ouais, c'est des choux pointus quoi. D'ailleurs, ils sont presque bons là. Excellent. Ah oui, donc du coup, c'est c'est le filet qui fait office de fin de clôture, quoi. Oui. Donc le chou qui marche très bien apparemment, chou pointu. Pourquoi avoir fait du chou pointu? Parce que c'est bon. C'est une bonne réponse. Hein. C'est une très bonne réponse. Non, mais voilà, c'est du chou qui est bien aussi pour faire de la choucroute. Ah. On a l'intention de faire de la transformation aussi de certains de nos légumes, en particulier le chou. Donc là, c'est une variété. Là, je me demande si c'est pas Château Renard. Château Renard, il y a une variété de chou qui s'appelle Château Renard. Château Renard, oui. Oh, mais c'est un chou de bourgeois que vous avez là. Et autrement, derrière, on a encore des choux, mais qu'on a plantés récemment. Et plutôt des choux rouges. Et là, c'est sur un rang. En fait, cette année, ça correspond pas vraiment à ce qu'on va faire l'année prochaine. Là, c'était un peu avec les moyens du bord et on a un filet qui fait 1,60 m de large, quelque chose comme ça. Ou un petit peu plus peut-être, mais du coup, on peut vraiment avoir qu'une planche de culture et c'est un peu limite. Pour avoir 2 rangs, là les premiers choux c'était sur 2 rangs et c'est un peu limite pour le filet. Donc là on a fait que sur un rang et avec des petits arceaux. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais l'année prochaine on aura normalement des planches de 60 mètres de long et des filets anti-insectes sur plusieurs planches de culture. On va essayer de standardiser le design et d'avoir des filets, que ce soit facile. À récolter, à travailler, voilà. Tout ça quoi. Ouais. Ok, après on avance. On a l'impression qu'il y a un petit basilic. C'est quoi un basilic taille ça? Non, c'est un basilic grand vert. Non. C'est des petites feuilles jaunes. Ça c'est pas un basilic grand vert. Hein. Ah bah, dans l'idée si, mais il est monté en fleurs très rapidement. Du coup il a pas eu le temps de se développer. Et... Ah ouais. En tout cas il nous a été vendu comme tel. Non. Moi je suis spécialiste basilic. C'est vrai. C'est ma passion de basilic. Et ça, des feuilles comme ça, messieurs dames. Mais regarde, ah ok, d'accord, ok. Elle devrait être comme ça en fait. Voilà, c'est ça, c'est pour ça, parce que ça ressemble vachement à du basilic taille, tu vois. C'est sa feuille de quand il est en stress en fait. Il a cramé en fait, concrètement, on l'a acheté à donc, ce producteur de plants. Ouais. Et on l'a tout de suite installé dehors et c'est au moment où il a fait hyper chaud là. Ouais. Et du coup, il est monté en graines de ouf. Les feuilles ont cramé et après il a stressé de ouf et il a fait ça. Alors voilà, c'est juste pour nous de toute façon, donc là ça nous apprendra pour l'année prochaine quoi. Et derrière c'est les poivrons de plein champ. Ouais. Qui eux, malgré le soleil, galèrent à venir. Ouais. Mais il y a quelques petits légumes, mais c'est vrai qu'ils sont un peu petits pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Ensuite on a une très belle planche de blettes. Ah oui. Ah oui, hein, ça alors ça, oui. Ça, tous les maraîchers, toutes les maraîchères, de la blette, ils en ont, on sait pas quoi en foutre tellement on en fait. Hein, c'est increvable, en plus c'est magnifique. C'est le légume inratable quoi. C'est clair. Ouais. Notre voisin, Jean-Pierre, aime beaucoup les blettes. On aime beaucoup nos voisins, alors on fait de la blette. Toute l'année. Hein. Toute l'année. Ok, après on a une petite planche. C'est quoi? C'est de l'oignon? C'est de l'oignon. Ouais. Belle... Donc là, l'oignon, je sens qu'il a été semé à la volée, non? Tout à fait. Hein? Ouais, un itinéraire hyper simple. Donc semis de bulbis d'oignon et après paillage par-dessus, un petit peu trop à l'arrache. Du coup, le paillage est irrégulier, il y a des endroits où il n'y a pas assez, et il y a des endroits où il y a trop et du coup ça n'a pas bien traversé. Mais globalement, pareil, c'est un itinéraire qu'on a déjà fait l'année dernière et qui a plutôt bien marché. Là, on a un petit planche de cucurbitacée. C'est quoi? On est sur de la courge, on est sur quoi? On voit rien de sortie là. Yes, de la courge. Une petite courge. C'est quoi comme courge? En courge, on a mis du butternut, du passidou et on a mis du potimarron.
les classiques un peu. Les classiques. Ouais, Pareil. Et après, à nouveau, courgettes plein champ. voilà. Qui sont effectivement beaucoup plus petites que les monstres que vous avez dans la serre. quoi. Mais elles vont exploser dans Elles pas vont longtemps. exploser, là. bien sûr. Ouais. Après, une petite planche de rien. Là, il n'y en a rien en fait encore. Ouais. On a rien, on a récupéré du fumier chez une femme à côté qui a 4-5 chevaux là et du coup on a récupéré ça avec notre petite remorque mais encore une fois on n'a pas le matériel donc c'est des petites quantités et là on a mis ce fumier qui est frais et du coup on va remettre quelques plants ici mais on a déjà mis notre dernière planche qui est une planche de chou rouge aussi. Ouais, juste là, sous filet. Ouais. Et on l'a mis en dernier parce que là c'est pas le même paillage, c'est de la paille et pas du fumier frais. Que le chou aime pas trop le fumier frais. Donc bon, on n'a pas tenté quoi. On a mis de la paille, voilà. D'accord. Et là-bas, je vois qu'il y a une petite construction, vous êtes amusé à faire là. C'est une petite construction pour quelques concombres de plein champ. Pour les prochaines années, on fera que du concombre sous serre. Sous serre, ouais. Mais là, en fait, on n'avait plus assez de place sous la serre. Du coup, on s'est dit, bon allez, on va les mettre On en dehors rajoute et on quelques-uns, verra. ouais. Ça fait joli cette petite structure. Bah ouais. Mais c'est assez incroyable la différence entre ceux-là et ceux dans la serre. Donc là, les amis, on a fait un tour assez court. Mais bon, comme elles l'ont dit, elles sont en cours d'installation. En plus, c'est pas de chance parce que là, on est le 1er juillet 2023 et cette vidéo sortira début 2024. Du coup, vous allez faire plein de choses. Et ce qui est génial, c'est que comme ça, vous allez commencer votre saison en regardant cette vidéo et en vous disant « Ah, on était comme ça l'année dernière. On avait fait ça. Vous pourrez comparer. Ouais. Du coup, vous avez Ça va être intéressant. des choses à nous raconter sur ce qui va se passer un petit peu ici ensuite. Est-ce que vous allez cultiver le champ de rumex en rumex ou est-ce que ça va... Non, ça va changer. En fait, on va changer beaucoup de choses parce que là, nos planches de culture, elles sont comme ça. Ouais. Mais l'année prochaine, on s'est dit qu'on allait les passer comme ça. Ok. Et la serre Pourquoi, va être... parce que la serre pouvait passer que dans ce sens-là. Et du coup, pour aligner les planches avec la serre, on change plus de sens. D'accord. Donc gros changement. C'est assez compliqué quand même le design de réussir à obtenir un truc qui soit satisfaisant. En fait, tu remets sans arrêt tout en question en fonction de la serre, de l'irrigation. Mais là, ça y est, normalement c'est fixé, on fait ça et voilà. Ça fait des planches de 60 mètres, ce qui n'est pas au goût de tout le monde. On aurait aimé des planches plus petites. Mais comme on a peu de surface, on va pas faire trop d'allées. Bah oui, c'est ça. Je pense que chez nous, la petite problématique principale, c'est la place. On veut vraiment optimiser, cultiver un maximum cette parcelle. Et du coup, on était obligé finalement de mettre notre serre dans ce sens-là aussi par rapport à la pente. Et du coup, ça va être en mode ouest-est, quoi. Comme ça, les chenaux qui seront, comme ça va être un tritunnel, les chenaux vont faire passer l'eau, il va y avoir une légère pente, donc c'est plus logique que dans l'autre sens nord-sud où ça aurait été un peu en biais, donc pas optimal non plus. Voilà. Et dans le futur, on aimerait beaucoup pouvoir cultiver les parcelles qui sont de chaque côté de la nôtre là. Donc on est en train de voir avec l'agriculteur qui cultive les terres juste à côté pour pouvoir faire des échanges de terres et que nous on puisse avoir celle-ci et à ce moment-là on sera vachement plus tranquille dans le futur quoi. Plus tranquille dans quel sens? Plus tranquille financièrement aussi pour pouvoir cultiver plus de légumes, pouvoir faire des rotations plus simplement, faire un peu plus d'engrais verts. Comme on est quand même 3 en GAEC, rémunérer 3 personnes. Donc là, on est sur une surface de 8500 m². On a quand même aussi un verger de 7000 m². Un verger de 7000 m²? Ouais, mais pas ici. Quel dommage. Il est à 20 minutes d'ici, à Gwengat. Mais c'est un verger qui est déjà productif, c'est des arbres qui ont 14 ans à peu près. Et Ah du oui. coup, on exploite déjà la récolte. Génial. Verger pomme uniquement ou diversifié? Pomme, ouais, pomme. Vous faites votre cidre? On fait notre jus de pomme pour l'instant. Ouais. On aimerait faire cidre et jus de pomme. À partir de l'année prochaine, ouais. Trop bien. Et on a récupéré aussi 4 hectares dans lesquels on va peut-être faire des céréales. Peut-être faire des céréales genre pour faire du pain, par exemple? Par exemple. Ce qui me ferait une très belle transition pour aller voir les autres copains boulangers là. Incroyable. Ouais. Hein? Ouais. Bah, merci beaucoup les filles et puis on vous souhaite un très bon début de nouvelle installation du coup. Merci beaucoup. Ouais. Faudra revenir quand on sera vraiment tout bien installé. Avec pour grand voir plaisir. La différence. Avec grand plaisir. J'ai rejoint donc Simon et Martin qui sont les chefs boulangers. Même si on a compris, chez vous tout le monde travaille un peu partout. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, vous étiez boulanger avant même de venir ici. Et Pas moi. Et pas toi? Non, Non. Martin, ouais. ouais, avec Bastien, on a tous les deux passé un CAP, moi en alternance et Bastien en candidat libre.
Ouais. Et on a lancé notre activité de pain tous les deux à Rennes dans un fournil à Chavagne. Et là on a fait 1 an et demi à faire les marchés, vendre dans des AMAP et faire du pain dans un gros four à pain. Un peu comme celui qu'on vient de faire construire ici. Mais qui n'était pas un four à pain qui vous appartenait? Non, voilà, en fait on était en location du fournil. On avait une location à l'agriculteur qui appartenait à la ferme, quoi. Ouais. Parce qu'en fait c'était bien, cet agriculteur, il avait aussi un volet céréales, quoi. Donc lui, on lui achetait la céréale, on utilisait sa farine et après, nous on panifiait, quoi. Et donc ça, c'était 1 an et demi. Ça, on le disait tout à l'heure, c'était une boîte qui s'appelait Leçon du pain. Ce paysan-là, il faisait les céréales, il faisait la farine, il avait le fournil, mais il n'était pas paysan boulanger? Bah en gros, ce gars-là, je sais pas si tu en as entendu parler, il s'appelle Gilles Simoneau et sa ferme c'est la ferme des Petits Chapelets à Rennes. Et ce gars, il a tellement de casquettes qu'il est assez incroyable. Lui, il a hérité de cette ferme de ses parents, il l'a transformée en bio. Et lui, il prône la désacralisation en gros de l'agriculteur par le fait qu'il y ait des porteurs de projets qui s'accaparent un peu les outils de travail de la ferme. Il a délégué, il s'est dit qu'il n'était pas à même de faire toutes les activités. Donc lui, il s'occupe de la partie céréales. Il y a une micro fromagerie au sein de sa ferme. La partie pain, donc il y avait nous avec Bastien qu'on gérait, plus d'autres boulangers aussi. On mutualisait le fournil avec d'autres boulangers. Il y avait une partie maraîchage qui était gérée aussi par une maraîchère. Enfin voilà, il y avait différents aspects sur cette ferme qui est une ferme, je recommande d'aller se renseigner très fait sur Rennes, vers Chavagne, ouais, c'est la ferme des Petits Chapelets. Ok. Voilà, donc en tout cas il nous a laissé cette opportunité là avec Bastien pendant 1 an et demi de faire nos preuves et de commercialiser le pain qu'on faisait sur Rennes. Il y a ce projet collectif qui était en parallèle de cette activité qu'on a avec Bastien et l'idée c'était nous on se retrouvait plus dans ce projet collectif avec les amis, avec les copains et copines. C'était une aventure qui nous a permis de nous roder et de pouvoir apporter la partie formation ici qu'on a lancée depuis 1 an et demi avec tout le monde du collectif ici, quoi. Parce que moi du coup je suis super loin d'être chef boulanger, j'ai jamais fait de pain du tout, je me forme avec les copains là, j'apprends à faire tout du début à la fin, le côté manuel et tout, c'est vraiment très chouette. Moi j'avais jamais fait trop de boulot manuel entre guillemets, du coup d'avoir ça et les copains qui ont été formés à bonne école un peu, on a un peu plusieurs casquettes là-dedans, ça c'est cool. Martin il a fait un peu plus de conventionnel au début, Bastien il a vraiment commencé avec les Petits Chapelets donc qui est un peu différent, Martin t'as fait un peu aussi déjà tout de suite du travail de pain au levain qui sort un peu des boulangeries classiques disons quoi. Donc c'est vrai que alors vas-y, est-ce que tu peux expliquer du coup c'est quoi la différence pain au levain et boulangerie classique? Le point de vue fondamental c'est l'approvisionnement quoi, l'approvisionnement et la façon de travailler. Nous on va travailler par exemple avec des farines locales. Notre meunier il est actuellement à Quimper, à Ergué-Gabéric et lui il bosse avec des agriculteurs du coin en bio. Donc c'est des farines qui sont cultivées dans le coin, biologiques, sans traitement. Sur les variétés aussi. Ouais, on a des variétés un peu anciennes. Il fait un travail sur les variétés anciennes. Et puis au levain, il y a 2 façons de faire pousser du pain. En gros, c'est soit avec de la levure, c'est des tubes de levure boulangère en gros, et c'est des levures élevées de façon industrielle, ou en créant soi-même sa levure, on appelle ça le levain. Et donc c'est une culture de bactéries qu'on alimente régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, de façon à amener une culture de bactéries dans la pâte à pain qui va consommer le gluten et les protéines du blé pour créer du gaz carbonique et donc faire gonfler le pain. C'est 2 façons de faire le pain et nous on travaille avec cette façon qui est ancestrale. Il y a des levains qui ont des centaines d'années. Ah ouais, c'est des trucs que tu rafraîchis, tu vois, tu leur redonnes à manger un petit peu, tu remets de la farine, de l'eau, un peu de même principe que le vinaigre où il y a une mer ou dans le kéfir. Tu peux garder cette mer-là et la relancer en permanence, quoi. Incroyable. Et donc nous, notre levain, j'arriverai pas à remonter à d'où on l'a, mais en gros on l'a récupéré dans notre ancienne boulangerie avec Bastien dans laquelle on faisait du pain. Donc c'est un levain qu'on entretient depuis là, ça fait au moins 4-5 ans qu'on l'a, quoi. Et encore avant, on l'a récupéré de boulangers qui étaient encore avant, donc je pense que ça fait quelques années qu'il tourne. Ah, il y a une vraie transmission du levain, genre. Ouais, grave, ouais. Ah, c'est incroyable. Après, moi je me considère pas comme un fanatique, enfin, je suis pas fanatique, mais il y a des personnes que tu rencontres qui sont super intéressantes à écouter sur le levain, l'histoire qu'il raconte. Il y en a qui vont apporter de l'importance à quelle farine tu lui mets, de quelle provenance, l'eau, comment elle est. Enfin bon, voilà, tout un univers autour du levain qui existe. Il y a différents types de levain. Nous, on travaille plutôt un levain lactique, on appelle ça un levain liquide, lactique, qui se traduit dans la saveur du pain comme un pain un peu plus légère doux, acidité aussi. Ouais, une légère acidité, mais on va pas se retrouver avec une acidité vraiment forte comme un. Ça m'est arrivé de goûter des pains où waouh, tu sens que ça pique dans la bouche, quoi. Et ça, c'est le levain qui donne ça. C'est le levain, ouais. Et donc il y a plusieurs types de levain qui accentuent ou non l'acidité, quoi. Peut-être que du coup, au-delà du côté intéressant de travailler avec des matières un peu anciennes et le levain, c'est un vrai intérêt de conservation, quoi. Nous, le pain, il se garde
Ça tient la semaine sans que ça rassise, contrairement à un truc à la levure où en fait ça perd tout de suite les qualités, quoi. On se retrouve avec un pain qui a certainement moins de volume que les pains qu'on peut trouver dans les boulangeries conventionnelles. Mais par contre, on gagne en conservation de l'humidité à l'intérieur de la mie et conservation de manière générale du pain. Nos pains, ils sont pas durs au bout d'une demi-journée comme on peut en avoir dans le conventionnel. Du coup, avant, vous aviez cette expérience en fournil collectif, et depuis que vous avez fait le collectif Tête Bêche, vous avez votre petit fournil, on dit petite boulangerie, on dit quoi? C'est temporaire, quoi. Voilà. C'est temporaire. Voilà. Vous nous montrez un petit peu comment ça fonctionne? Carrément, ouais. Allez, c'est parti. Bon, donc là, c'est un petit endroit, on travaille à 2 par journée de boulange. Hein. Vous panifiez tous les combien de temps? Et ben... Presque tous les jours de la semaine, en fait. Presque tous les jours? Ouais. En gros, le lundi, on fait des préparations, et après, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on fait des fournées, et quand on dit des fournées, c'est entre 3 et 4 fours par jour, quoi. Ok. Parce que la capacité de notre four, elle est à peu près de 40 kg, un peu moins. Pour le moment, les débouchés qu'on a trouvés, on a besoin de faire 3 ou 4 fours par jour. Ce qui sera moins le cas avec le nouveau four qu'on a là, mais qui n'est pas pour l'instant utilisable. On va aller le voir après, mais là, voilà, c'est temporaire. Ils sont en train de construire un sacré gros fournil. On va aller voir, mais c'est en construction là. Exactement. Ouais. Contrairement au nouveau four, celui-ci, on est un peu limité en termes de quantité de pain qu'on peut mettre dedans. Donc c'est vrai que ça nous rallonge un peu les fournées, quoi. On fait 3 ou 4 fours dans la même journée, là où on pourrait en faire éventuellement 1 ou 2 sur le prochain, quoi. Ok. Donc, tous les matins. Tous les matins. Alors, ça part comment? Ça dépend. Alors, il peut y avoir des réveils assez tôt, à 5h30, quand c'est des journées de 4 fours, ou autrement, vers 6h, voilà. Donc, l'idée le matin, c'est... alors, il y a plusieurs façons de travailler le pain, mais on travaille en pousse lente et en pousse directe. Pousse lente, ça veut dire que le soir, on a déjà préparé les pâtes. Okay. Qui sont au repos à température relativement, pas température ambiante, relativement plus faible, quoi. Okay. Et elles poussent toute la nuit et le matin on les récupère. Elles sont poussées et là on peut commencer à les diviser, les façonner et puis après les enfourner, quoi, les mettre au four. Et ça c'est la pousse lente. Ça c'est la pousse lente, ouais. Okay. Et la pousse directe, c'est une pâte qu'on prépare direct dès le matin. Et dans ces cas-là on la laisse pousser. Suivant ses temps de fermentation, quoi. Mais donc du coup quand t'arrives le matin, parce que là tu parles tout de suite de la poussée, quand t'arrives le matin... J'arrive le matin, je récupère les pâtes qu'on a fait la veille, je les divise, je les façonne, et en même temps je lance dans le pétrin le 3e four qu'on fera en pousse directe. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire quoi lancer un pétrin? C'est rajouter de l'eau, du sel, du levain et de la farine en fonction du pain qu'on veut faire, quoi. Ok. Et là je vois au-dessus, là il y a cacha, noix, noisette, donc j'imagine que vous faites plein de... plein de petits pains sympathiques et différents, quoi. L'idée c'est de varier, on a une gamme de 8-9 recettes en gros. Du semi-complet, du campagne et aussi du semi-complet agrémenté de graines, genre des noisettes, des graines qu'on torréfie au four avant. Et genre il y a une vraie définition pour, comment t'as dit? Semi-complet et campagne? Ça représente un pain... Parce que moi quand je vais à la boulangerie, je vois céréales, campagne, complet, mais je vois juste des couleurs de pain différents, mais il y a une définition pour chaque pain comme ça là? On parle souvent des tailles au niveau de la farine, ça va être la farine qui est semi-complète. Le semi-complet c'est au T80, il y a des numéros. Plus le numéro il est faible, moins c'est complet. T160 c'est complet, T80 c'est semi-complet. Et T65, c'est ça qu'on utilise tout le temps, non? C'est plutôt de la farine blanche. Hein. Voilà, c'est ça. En gros, épuré, quoi. Si j'approfondis cette nomenclature, finalement on ne sait pas vraiment à quoi elle correspond. C'est clair. On prend un échantillon de farine qu'on fait cramer à un certain degré, je pourrais plus te dire, je sais pas si c'est pas 300 degrés en gros. Et le taux de on pèse les minéraux qui sont pas brûlés parce qu'ils crament pas, quoi. Et du coup, le poids de ces minéraux correspond au type, en fait. Plus il y a de minéraux qui restent, plus le type est élevé. Ça veut dire que dans la farine, dans l'échantillon qu'on a pris au départ, il y avait plus d'enveloppe, parce que les minéraux ils se trouvent dans l'enveloppe du grain de blé. Et donc quand on dit un pain complet, en gros, il a toute l'enveloppe du grain de blé, donc le poids finalement des minéraux qui restent dans la petite coupelle est assez lourd, en fait. Donc en fait, sur un T170, j'arriverai pas à donner les unités, je sais plus si c'est en grammes ou en grammage par... Mais en gros, plus c'est élevé, plus il reste des minéraux, plus on a l'enveloppe du grain de blé, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que ça correspond à une T55, c'est que c'est vraiment pas lourd le minéraux qui nous reste, donc on a une farine globalement blanche. Et en fait, c'est un crescendo comme ça. Et par exemple, le seigle, on peut aller jusqu'à T170 parce que l'écorce du grain de seigle est plus élevée que l'écorce du... Enfin, il y a plus de matière que l'écorce du grain de blé. Ou lui, on va à T150, par exemple. Si ça c'était pas super intéressant comme information, je vais pouvoir me la péter en société maintenant, je vous le dis tout de suite. Ok, et du coup par exemple, pour une farine sans gluten, vous faites des pains sans gluten? Ouais,
On fait un pain avec la farine de riz et de la farine de sarrasin. Ouais. Il y a un tout petit peu de gluten parce que ça reste un levain de blé, donc il en reste un peu, mais bon, comme globalement c'est consommé lors de la pousse du levain, bon, ça reste très peu. Hein. Sinon, on a le petit épeautre aussi, qui est une autre farine qui est pauvre en gluten naturellement, quoi. Donc, D'accord. Voilà, Mais parce que le sarrasin, c'est du blé noir, le petit épeautre, c'est une variété de blé aussi. Ouais. Comment ça se fait que du coup, ces blés-là, ils aient pas de gluten alors que... Si je dis pas de bêtises, le sarrasin, on appelle ça blé noir, mais c'est pas tout à fait une céréale. Il y a un petit amalgame sur le mot gluten qu'on fait, parce qu'en gros, par exemple, dans la farine de riz qu'on considère sans gluten, en fait, c'est pas vrai, il y a du gluten, c'est juste une autre protéine. Il me semble que c'est l'intolérance qui est créée actuellement au gluten. C'est plutôt la glutamine, qui est la protéine du gluten qui nous rend intolérants ou qu'on a du mal à digérer, et qui est présente dans le blé, en fait. Mais par exemple, il y a un gluten de riz qui existe, et il me semble que c'est je vais dire une connerie peut-être, mais la xymine je sais plus, c'est une autre protéine qui a une autre dénomination. Et en gros, on n'est pas intolérant à celle-ci quand on est intolérant au gluten, mais l'appellation, ça reste du gluten de riz. Et en gros, il me semble que le sarrasin, elle, n'a pas cette protéine, n'a aucune protéine de gluten, quoi. C'est plutôt la glutamine dans laquelle on est intolérante qui est présente dans tous les pains du commerce ou même le pain de blé, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Bon, voilà, un petit point un peu bio. Ok. Donc on repart sur notre petite chronologie. Ouais, ok. Donc t'as fait partir ta fournée lente là-dedans, tu fais ton pétrin là-dedans. Ouais. Après, je vois des moules, ça part dans les moules. D'abord ça. Ah, ça se fait peser Une d'abord. grosse masse dans tes bacs. Ah, tu récupères la grosse Ouais, masse. c'est une grosse masse de pâte que tu divises et que tu pèses assez classiquement. On se met une grosse masse de pâte là, un qui divise et l'autre qui façonne. D'accord. Et ça nous permet de les avoir au poids, on les pèse un peu plus. Par exemple, pour un pain à 500 grammes, on le pèse à 600. Comme il va perdre un peu d'eau pendant la cuisson, et comme ça, on est sûr d'avoir un minimum de 500 grammes. D'accord. Voilà. Division, façonnage, et après dans les moules. Voilà, ouais. Après, on les laisse soit des fois détendre dans le Parisien, qui est le meuble que tu vois juste là. Ça, c'est un Parisien. Ça, c'est un Parisien, ouais. Ah, Exactement, ouais. Ouais. Je pensais que en Bretagne, ils aimaient pas trop les Parisiens. Nous, on est obligés. Il n'y a aucun racisme anti-parisien. Et voilà, et après on les met soit en moule, soit directement dans le four. Après là, on est plutôt parti nous sur une gamme qu'on met en moule. Ok. Bah, si tu veux qu'on monte le four, là en gros, on a la porte d'enfournement qui est là. Donc c'est deux sols qui sont superposés dans la chambre de cuisson. Et ça nous permet d'enfourner au-dessus, en dessous. Enfin voilà, globalement on a une température un peu relativement homogène. En dessous, on a le bois. Et en dessous, il y a le... En dessous, il y a le bois. Ah oui, donc du coup, c'est cuisson feu de bois ici. Ouais. Tu peux pas dire au feu de bois. Ah. Parce que il me semble que dans les normes, il faut que pour que la fumée soit en ouais, contact, et là vous n'êtes pas en contact. Et donc elle est pas totalement en contact. Un peu parce qu'on a un vieux four et donc il y a un peu des trous. Mais voilà, c'est pas théoriquement au feu de bois, quoi. Ok, et donc du coup tu peux me montrer là en dessous. Ouais, là c'est le cendrier, lequel on fait le foyer dedans. Donc là tous les matins on allume notre feu avec un peu de cagette, du sac de farine et du bois. Ok. Bah après il y a toute la réflexion de l'approvisionnement en bois aussi parce que on n'est pas branché sur le réseau en bois. Ouais. Et du coup là on s'est rapproché d'une scierie qui est genre le bled d'à côté, qui s'appelle Mahalon. Et lui il nous fournit des croûtes des chutes de scierie, quoi. Ouais, voilà, qu'on retronçonne par-dessus. Ouais, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une croûte de bois? Ouais. C'est le déchet de coupe, c'est l'écorce et un petit peu ce qu'il y a en dessous, c'est ça? C'est ça, ouais. En gros, bah, pour débiter lui des sections assez intéressantes pour soit du bois d'œuvre ou soit autre chose, quoi. Il va enlever la partie arrondie en gros de la bille de bois, quoi. Et pour garder le cœur et pouvoir déligner après des bonnes sections. Et donc toutes ces parties arrondies, déchets un peu, lui il les met de côté. Pour lui c'est un déchet, donc nous l'idée c'est de pouvoir réutiliser ces déchets là pour en faire du bois de chauffe. Et voilà, c'est un accord qu'on a passé entre eux, dès qu'il a déligné du bois, il nous appelle, nous on réceptionne il nous livre, il nous réceptionne le bois et après... Vous l'achetez pas? Si, mais c'est vraiment des prix intéressants par rapport au prix de la corde cet hiver là, c'était... La corde de bois, c'est vraiment intéressant. La corde de bois, qu'est-ce que c'est? C'est une unité de mesure, ouais. Pour le bois, tu parles en stère ou en corde. Ah voilà, je connaissais la stère, je connaissais pas la corde. Bah, il me semble la que... corde, c'est 3. Ouais, voilà. C'est 3 stères? Ouais. Ok. C'est une plus grande corde. Je crois que c'est... il me semble que c'est un nombre de bûches en longueur qui tiennent dans 1 mètre cube de bois. Mais parce qu'à l'époque, ils devaient mesurer ça avec des cordes. Et c'est une longueur de corde, en fait, qui te permet d'entourer telle section de bois. Je crois que c'est ça, mais... Putain, on en apprend des choses aujourd'hui, les amis, j'adore.
A priori, tout est vide. Tout est vide, ouais. En gros, l'idée après, c'est après chaque journée de boulangerie, c'est on lave le labo et clean tout. Et après, les pains, ils partent en livraison. Alors, soit sur nos marchés locaux, soit là, on a un restaurant d'à côté qui prend du pain. Nous, l'idée, c'est de vendre de façon très locale et d'alimenter les personnes qui habitent ici et de raisonner un peu dans ce territoire-là. Donc là, je me trouve actuellement dans la forêt équatoriale du collectif Tête d'Âge. Pas du tout. Je suis dans le hangar Futur Fournil. Alors racontez-nous un petit peu les gars, parce que là, j'ai l'impression qu'on est sur une charpente très ancienne. Ouais. Elle est verte, hein, il y a de l'arbre en tout cas. Il y a un peu d'humidité, quoi. Mais un béton flambant neuf. Ouais, il y a des projets. Il y a des projets. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand on a acheté ici, il y avait déjà cette espèce de grand hangar agricole qui était sur place. Ouais. C'était de la terre battue au sol, il n'y avait pas la dalle, il y avait un peu quelques cloisons à droite à gauche. Et donc nous l'idée en dessous là c'est de faire un fournil et éventuellement une petite salle de spectacle, magasin de producteurs sur une deuxième partie, quoi. En tout cas de se créer un espace au moins à l'abri pour le fournil, c'est sûr. Et ensuite on a plein d'idées pour l'autre partie, mais plutôt on part sur une petite salle de vente, salle de spectacle. On a commencé un peu des travaux pour arriver à cet objectif-là de nouveaux fournils. Donc on a fait couler d'abord une première partie de la dalle parce qu'on a changé d'avis et qu'au départ on voulait faire le fournil là-bas, mais on s'est rendu compte que peut-être c'était mieux ici. Enfin bref, on a un peu changé de sens le projet, donc on a fini par faire une deuxième partie de dalle là. Donc maintenant il y a une dalle béton en dessous, toute la structure. Ouais, parce que c'est quand même assez grand, hein. Je me permets de prendre du recul. Vas-y. Ouais. Mais voilà, c'est quand même un hangar. Il fait quelle taille là? Ça fait plus de 250 mètres carrés au sol. On le voit carré. En gros, c'est 12 par 24, quoi. Ok. Donc effectivement, il n'y aura pas que le fournil ici, vous allez pouvoir faire plein d'autres trucs, quoi. Non, ouais. On réserve à peu près la moitié du hangar à la partie fournil. Donc c'est un peu cet espace-là avec la pièce maîtresse qui est le four. Voilà, la pièce maîtresse, allons voir parce que là c'est... Là on prend pas les gens pour les cons avec ce fournil. Ah ouais, non, là... Clairement, on dirait le... Ah, c'est la pièce rutilante, comme on l'appelle. Ah, la pièce rutilante. Ah, j'aime beaucoup ce mot. C'est deux constructeurs de fours, là, qui font du sacré boulot, d'ailleurs. Qui nous l'ont construit. C'est vraiment une... Ils sont d'où? Ils sont du sud de la France, Espagne. Ils sont très doués dans la construction des fours. C'est marrant parce qu'on est allé chez une paysanne boulangère. Elle, c'est pareil, elle a récupéré un gros four. Je sais pas s'il est aussi gros que celui-là ou pas, mais un gros four qui appartenait à une boulangère, qui lui a transmis. Et en fait, c'est ces gens-là, les fournisseurs, alors que le fournil avait 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, tu vois, qui est venu le démonter d'une boulangerie pour le ramener chez la paysanne. Et c'est exactement la même chose. C'est vrai? Donc ça, c'est un four d'occasion récupéré dans le coin ou même pas? Perpignan. Ah, Perpignan, quoi. Comment on fait pour trouver un four comme ça? Le Bon Coin. C'est vrai, sur le Bon Coin? Mais non. Ça se vend sur le Bon Coin. On trouve vraiment tout là-dessus, c'est une dinguerie. Après, tu vois là, il y a l'armature métallique, il y a tous les engrenages et les systèmes mécaniques pour faire tourner la seule et tout. Après, il y a par contre toute la partie maçonnée qui, elle, est laissée sur place là-bas et il y a une nouvelle partie maçonnée qui se fait directement sur place, quoi. Ouais, là on voit bien que là c'est cette partie-là, par exemple. Exactement, ouais. Mais même dedans, ça, en c'est fait, tout on neuf. ne voit pas bien, mais dedans, il y a des successions de couches de béton réfractaire, de différentes briques, il y a des coupoles, c'est tout un bazar à l'intérieur. Là, si tu nous ouvres, on peut pas voir un peu dedans? On peut voir la sole d'ici. Ah, on peut pas ouvrir grand le truc? Non, ouais. Ah non, t'as toute une sole qui tourne à l'aide de la roue là. Ouais. C'est pareil, ça reste de la chauffe indirecte, donc la flamme elle se propage en dessous et elle chauffe la chambre de cuisson un peu dans le même esprit que l'autre four qu'on a, sauf que la différence de taille elle est x3 quoi. Autant là-bas on pouvait mettre 35-40 kg, autant là on peut mettre 90 kg en une fournée. Et du coup ça a une inertie aussi qui est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que c'est des fours où ça descend pas tant que ça en température. Une fois qu'on le monte, et d'un jour à l'autre, comme nous on fait du pain tous les jours et qu'on va renvoyer du bois, en fait il risque de jamais descendre en dessous les 100 degrés par exemple. Ah ouais, mais largement. Même. Ouais, voilà. Largement. Plutôt 200 quoi. Un lendemain d'une cuisson, tu reviens le lendemain, il est à 180. On a toujours ce four chaud dans la pièce. Et l'idée même de ce genre de four, c'est de jamais s'arrêter quoi. Parce que ça demande énormément de bois et ça dilate un petit peu les pierres, le fait de l'arrêter, enfin qui retombe à zéro et qui repart. Du coup, l'idée c'est toujours le maintenir au chaud. Et quand tu lances une fournée de pain, là tu vas le réchauffer de façon à avoir la température optimale pour la cuisson du pain. Mais après, voilà, comme disait Simon, il y a une inertie qui fait que le lendemain tu te pointes, il fait 180 et tu as juste quelques bûches à remettre pour relancer quoi. Trop bien. Ouais, non, c'est vraiment un bel investissement en tout cas. Ouais. Oui, parce que ça va pas être donné ça. 30 000, ouais. 30 000 et on a eu la chance d'avoir une subvention de la Comcom qui aide à l'installation de l'artisanat à hauteur de 7 000.
Du coup, on s'en tire vraiment bien à 23 000 €. Installation incluse? Ouais, tout. Pause incluse, et ça représente une semaine de boulot. Ils étaient à 2 et c'est pas une petite semaine, quoi. Et puis c'est du Donc, boulot vraiment qualifié, quoi. Ouais. En fait, ils font des... Oui, nous on discutait avec eux et il y a un endroit où il y a une espèce de voûte de briques et ils disaient moi je suis la seule personne à les monter comme ça. Personne les monte, sinon ils disent les gens ils font une structure en bois dedans, ils montent la voûte dessus, après ils crament la structure. Et lui il arrive à les faire tenir sans... Comme un igloo. Ouais, il nous disait ça. Donc c'est quand même du boulot, tu peux pas trop le faire toi-même, quoi. Et ça, neuf, ça coûterait combien? Bon, c'est 50 000 balles. Ah oui. Ouais. Parce que celui-ci, il a quel âge? Lui, ouais, je pourrais pas te dire. Bah ouais, tu vois des vieilles dates là-dessus, là, d'entretien. 10, 16, 4, donc... Ouais, je pourrais pas te dire, mais tu vois, il a été à Murcia, il a été révisé à Murcia, il a été à Murcia avant. Nous, on l'a récupéré à Montpellier, donc tu vois, c'est pas sa première jeunesse. Ah oui, c'est ça, il a bossé à Murcia et ensuite il est allé... Ça a l'air d'être fabriqué à Barcelone aussi, enfin il y a un peu de... Ok, trop bien. Voilà. Mais en gros, l'idée, c'est cette pièce de labo de fabrication. À l'étage, on aimerait bien faire des bureaux pour avoir toute la partie... Ah, il y aura un étage ici? Ouais. Au-dessus de la partie fournile, on imagine un étage, bien évidemment chauffé par le four. Et pour toute la partie bureau. Et donc, dans l'aménagement de l'espace, on a vraiment une partie professionnelle, activité pro, avec le maraîchage qui est sur notre droite ici, la boulange qui sera ici, donc, et l'interconnexion avec les bureaux au-dessus qui vont permettre de bureaux du GAEC et de la SCOP, quoi. Et l'utilisation de la maison, elle redeviendra une utilisation plus perso, plus privée. Et avec cette salle de spectacle et, comme tu disais Simon, salle de spectacle et magasins, bah voilà, ça fait un peu la connexion aussi avec l'espace dans lequel tu vas jouer ce soir, qui est l'espace plutôt accueil du public, guinguette, événement, quoi. C'est comme ça qu'on a pensé le lieu, en le divisant un peu en l'espace professionnel ici avec les bureaux qui sont communs aux deux activités et la partie plutôt accueil de public, événementiel qui est là-bas et ouvert et un peu plus loin de l'espace privé. C'est vrai que ça nous permet aussi de couper le côté boulot un peu tout le temps, un peu loisir aussi, mais du coup ça nous créerait notre espace là-bas et puis la frontière elle serait un peu mieux délimitée, je pense que c'est pas mal aussi si on arrive à faire ça. Trop bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous instruire sur la boulange? Bah peut-être on peut vite fait parler des débouchés. Nous, notre volonté dans la commercialisation, c'est... on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais pour le moment, notre marché le plus loin, c'est Quimper, qui est à 25 km, quoi. Mais voilà, nous, l'idée, c'est aussi de rester sur ce réseau-là très local. On fait des marchés genre Bled d'à côté, les marchés d'été, c'est aussi à côté. Et ouais, c'est rentrer un peu dans cette dynamique d'approvisionnement local, cette résilience un peu de territoire, et de participer à notre échelle là-dedans, quoi. Et pas d'aller nous exporter à Rennes, alors qu'il y a des gens qui font très bien le boulot ailleurs, et nous, c'est de s'ancrer ici et de faire bénéficier aussi. Il y a une réflexion sur les tarifs aussi, à quel type de personnes on a envie de vendre nos pains. Nous, par exemple, dans notre gamme, on a un pain où, pour le moment, on arrive à le tenir sous les 5 € le kilo. Et c'est vraiment une volonté de le garder, où on considère que c'est un pain accessible à tout type de personnes. Et après, il y a des gammes dans lesquelles qui s'adressent peut-être à une autre type de clientèle. Et dans ces cas-là, on contrebalance notre marge vis-à-vis de ces pains-là. Mais voilà, il y a une réflexion aussi assez politique sur la façon dont on commercialise le pain. On a créé le fournil aussi avec cette volonté-là. Alors c'est rigolo, des fois on se dit en fait comment on veut, par exemple pour économique de la structure, on veut aussi pérenniser des salaires et donc se salarier avec, mais en fait on a envie de aussi filer du pain à la lutte et... Enfin voilà, il y a tous ces questionnements-là, comment t'intègres la partie militante et politique dans une activité professionnelle qui cherche à salarier du monde. Enfin voilà, tout un peu ce questionnement-là. Une activité qui est d'autant plus portée collectivement, enfin je veux dire c'est une SCOP, du coup il y a plein de... Même si nous on a des envies individuelles, des raisonnements individuels vis-à-vis de ces trucs-là, c'est pas forcément porté collectivement et du coup même si globalement on va tous dans le même sens, toutes et toutes on est sur les mêmes questionnements, les mêmes envies, mais c'est tout un jeu un peu quoi, d'essayer de voir comment on peut politiser cet outil-là et jusqu'où on le politise aussi quoi. Et puis t'en parlais tout à l'heure, on a un petit volet food truck nous qu'on fait sur les événements. Grave. Ouais, on va le voir. Ouais, grave. Alors là les amis, on se trouve devant une remorque, mais pas n'importe quelle remorque. Montrez-nous ça s'il vous plaît. Allez, ouverture de la remorque. Allez, ouverture de la remorque si on veut. Hein. J'ai l'impression que c'est une énorme surprise alors qu'en fait... Bah si, c'est une énorme surprise. Un autre four. Putain, mais décidément, on les collectionne. Hein. Ouais, vous êtes des mecs et des meufs à four. C'est un peu notre kiff. Bah là, c'est un autre four. Vous voyez, il est plutôt électrice. Ah, c'est un four élect celui-là. Ouais, c'est un four élect. Ouais, on voit les petits boutons. Bah, en gros, c'est notre four à pizza qui nous permet de proposer des pizzas et des tartines sur des événements. L'idée, c'est de pouvoir envoyer des pizzas, des tartines sur des marchés, des festivals. Là, c'est une remorque, on y met un barnum.
On amène toute une cuisine en fait, et on cuisine sur place et on envoie de la pizza. Alors des fois on arrive à envoyer 300 couverts, des fois 300 pizzas en 3-4 heures. Ah ouais. Ça envoie à mort. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ouais, Ah ouais, ça monte à 500. Ça monte à 500, il y a 2 sols, t'envoies une pizza en 1 minute quoi. Excellent. Ça rend Mais pas ça mal. s'ouvre ça, on est d'accord. Ouais, Tu- ouais, tu- c'est juste c'est une caisse en bois quoi. Mais... Ouais. Le stand c'est vraiment un barnum qui vient par-dessus. D'accord. Et on a un camion dans lequel on amène tous des plans de travail et c'est chouette et on a envie de répondre aussi. Cet été on fait 2 autres événements avec une asso du coin qui fait des open air électro dans le sud du pays Bigoudin. Et nous on sera présents sur ces marchés. L'idée c'est de proposer aussi de la nourriture locale et à terme avec nos produits aussi quoi. Comme disait Julien tout à l'heure, la clé de voûte un petit peu de faire de la nourriture en lien avec la boulange et le maraîchage quoi. Puisque les filles m'ont parlé d'une serre de 2000 mètres carrés, ce qui est considérable les amis. Là, à mon avis, alors on pourra vous faire un max de tomates pour avoir votre base, quoi, non? Ouais, grave. Ouais, Ça serait génial. Et du coup, un max d'événements culturels pour faire passer toutes les pizzas, quoi. Non, mais c'est vraiment ça, le côté, le lien par le côté un peu food truck, bouffe festive. Trop bien. C'est vraiment pas mal, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça m'avait pas mal manqué dans. Ça arrive souvent quand même où tu vas dans, je sais pas, quelconque truc musical, un marché, un petit festival où en fait il y a des frites en barquette ou des machins comme ça. Et c'est dur des fois de trouver des bons produits et des trucs un peu sympas. Répondre à ce truc-là, moi je trouve que c'est intéressant aussi, au même titre que le pain, quoi, de faire du bon pain qui se conserve et des trucs. C'est un peu dans la même veine pour moi. Ce côté alimentaire, il est vraiment intéressant, quoi. Et ça, c'est trop fun à faire. C'est génial de faire des pizzas. En vrai, mais on parlait de ça tout à l'heure, hein, du côté cohésion d'équipe, entre guillemets. Je trouve que c'est toujours des moments un peu chouettes. Bon, il y a plein d'orgas et de trucs en amont, de l'approvisionnement, de la gestion, mais le moment où on met à 4 ou 5 sous le barnum et chacun fait des trucs, et en fait, c'est un joyeux bordel, mais ça envoie des pizzas super vite et ça marche trop bien. Ça, c'est vraiment sympa à faire, quoi. Tu sais que moi aussi, qui ai évidemment envie d'avoir une ferme ouverte, vous me donnez des idées là, les gars. Ah, c'est trop bien. Ouais, en vrai, c'est Là, fou, hein. je pense qu'il y a moyen. S'il y a un atelier pizza dans notre ferme avec Tristan, sachez que c'est grâce à vous. Ok. J'y avais jamais pensé avant, mais là, vous m'avez vendu le concept. Mais d'une force. Tu feras une recette tête bêche. Ah ouais, il y aura une recette tête vache, ok, il y aura une tête vache. Peut-être qu'il y aura une recette de chaque. Non, je sais pas combien vous ça faites, parce fait qu'après, quand tu fais ça, le but c'est de passer des trucs locaux de saison, et du coup, tu peux pas grave. faire une carte On immense. fait 2 pizzas. T'en fais 2, ouais, voilà. Donc une tête bêche et une jardin de l'océan. Parce que chez nous, c'est les jardins de l'océan. On fait comme ça? Allez, c'est ton deal. J'ai vu le logo, il était super classe. Merci. Justement, pour savoir, parce qu'a priori, maintenant que j'ai signé le contrat avec vous, je vais devoir m'apparier. Ça coûte combien? Et c'est pareil, on est plutôt des pros du Bon Coin. C'est des super bonnes affaires. Là, je sais plus. 450 je crois. C'est une bêtise? Je sais plus. Mais en gros, on se débrouille plutôt bien sur le Bon Coin. 450, c'est-à-dire qu'en 10 pizzas, c'est rentabilisé. En 45 pizzas. 45, ouais. Oh, j'adore. Ah, ça, c'est bien. Après, ça demande un peu, nous on a Julien qui s'est bien mis là-dessus, c'était cool, mais ça demande un peu des petites compétences, connaissances en élec. C'est quand même des trucs qui tirent un max d'élec, et des fois sur les événements, t'arrives avec ton câble, tu peux pas te brancher, faut bidouiller des... Ouais. J'imagine que ça va être compliqué de faire fonctionner ça avec mes panneaux solaires. Faut voir. Ah ouais? Ça dépend de quel panneau t'as, quoi. Bah, tu sais combien de watts ça fait ça? Ouais, c'est 12 kV/A. Donc en watts, je pourrais peut-être faire la conversion. Mais en C'est gros. 3000 par truc, non? 3000, C'est pas écrit? 400 volts, 550 Hz. Et là, ça se trouve, non. ça devait être en dessous. Bon, en tout cas, on a fait sauter les plombs pas mal de fois en le branchant au début. Ah ouais? Ok, mais peut-être je peux commencer. Bon, après, c'est un double four, mais tu me diras, je me rends pas compte, est-ce qu'avec un seul. Ouais, Ça peut déjà être marche pas mal, déjà hein. bien. Nous, les premiers événements qu'on faisait, on se servait pas du tout de la deuxième. Voilà, donc je peux peut-être commencer avec un petit. Quoi. Passer à la téléphone. Trop bien. Tout à l'heure, on a apporté Ouais. la partie aussi un peu structuration juridique qui nous porte vachement à cœur, c'est la partie coopérative quoi. Parce que la partie événementielle avec la PID, ça reste sur la scope? Ouais. Ok. Ouais. Ça reste la SCOP et l'idée c'est que la SCOP achète les produits du maraîchage, du GAEC maraîchage pour pouvoir ensuite... Ouais, tout est vachement bien pensé chez ouais. vous. Vous faites les ponts entre la SCI, la scope, le GAEC, tac, Ouais. tac. Et idéalement, il y a un légume qui sort du champ, produit par le GAEC, il est transformé par la SCOP et vendu par l'association par exemple. Tu vois. Ok. Donc il y a tout un truc... bon. Malin. Bien pensé les gars. Trop cool, merci beaucoup. Merci à toi. Du coup, on va terminer cette vidéo, on va faire semblant que c'est la fin, mais en réalité, on l'a tournée au tout début. Je demande toujours en fin de visite s'il y a un sujet que vous auriez aimé qu'on aborde dans la vidéo qu'on n'a pas abordé. Alors, on n'est qu'au début du tournage de cette vidéo, mais vu qu'après, on va surtout partir sur les activités, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, que vous aimeriez qu'on aborde? Et la seconde question, c'est quel conseil vous auriez à donner à des gens qui ont envie de se lancer en collectif comme vous, parce que c'est quand même peu commun. J'ai l'impression que c'est plutôt sympa et je pense que ça donne envie à beaucoup de monde.
Je me rappelle déjà plus la première question. La première question, Est-ce qu'il y a un sujet auquel tu as envie Ouais, est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais qu'on aborde dans cette vidéo Pour l'instant, on est sur 3 activités. Je pense pas qu'on soit fermé ou cloisonné dans ces 3 trucs-là. C'est vrai que c'était un peu une facilité du fait qu'il y ait déjà 2 boulangers, une envie pour le maraîchage, pour l'événementiel, plein de trucs comme ça. Mais si au final on se met à, je sais pas, monter un atelier de réparation de vélo ou à faire des trucs participatifs de tout, en fait, je pense qu'on est aussi ouvert à éventuellement développer d'autres activités dans le futur. Si, je sais pas, on en a marre de faire du pain ou que je pense que c'est un projet qui est quand même voué à évoluer un petit peu. Après, pour l'instant, on est au début, donc c'est un peu compliqué de dire ça là, mais ouais, je pense qu'il y a pas mal de trucs en tête ou plein d'envie en tout cas là-dessus, quoi. Ça opine du chef un peu à droite à gauche, ils sont tous d'accord avec toi. Et les conseils, je sais pas vous, mais moi je me sens difficilement... Ça s'entend Comme on débute là-dedans, moi je suis très loin d'être maraîcher, très loin d'être agriculteur ou même boulanger. J'apprends vraiment plein de trucs un peu tous les jours là-dedans. Et même en fait dans l'organisation collective, c'est un peu du travail sur soi, sur plein de trucs un peu tout le temps. Et du coup, je me sens difficilement légitime à aller donner des conseils d'installation. Non mais si t'en as, tu vois. Si t'en as pas, t'en as pas. Et on comprend. Et cette réponse, elle est très honnête et on l'attend tous un peu. C'est parfois tu dis que t'as capté un truc dans ça et que tu peux le donner aux autres, tu vois. C'est vraiment la communication, moi je pense, j'ai l'impression que si tu communiques, tu peux passer par plein de trucs, des hauts, des bas, ça peut ne pas marcher, mais en fait ça marche bien quand même parce que tu arrives à communiquer, tu perds pas d'amitié, de trucs. Je pense que la communication c'est une bonne base quand même. Après, comment, chacun fait sa tambouille, je pense, mais je pense que c'est important. Ouais. Estelle, on sent que c'est ton moment. C'était exactement ce que je voulais dire. Premier conseil, la communication. Deuxième conseil, la communication. Lever le doigt avant. Oui, la communication, c'est sûr. Je pense qu'on sera tous d'accord avec ça, que c'est hyper important, c'est la base, la clé. Et du coup, de faire attention les uns aux autres aussi, d'échanger toujours, d'essayer de faire passer les choses tranquillement. Communication et bienveillance. Ouais, c'est ça, c'est de la bienveillance. Moi, je me disais peut-être ne pas hésiter à demander aux gens en fait comment ils fonctionnent, à aller les voir et leur dire vous fonctionnez comment. Il y a des gens qui sont ok de donner leur statut. Nous, on a eu plein de statuts de gens, comment ils ont fait, comment ils faisaient, et ça, c'était. Je pense qu'en fait, maintenant, il y a une bonne base de données de gens. Enfin, il y a des sites qui répertorient les collectifs, il y a des sites qui répertorient sur les sites des Oasis, sur plein d'autres sites. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à les contacter. Nous, on est ravis de répondre à des questions. Faut pas que tout le monde nous contacte. Ouais, là, tu vas te faire envahir, clairement. Là, c'était la prose de trop, t'aurais dû t'arrêter juste avant. Les Oasis, c'est très bien, voilà, le site des... Faut pas hésiter à se documenter, à vraiment avoir tout ce qui se fait, essayer d'avoir le maximum de panels, quoi. Quelle belle fin. Ça, c'est le collectif, ça. Ah non, ce que je viens de dire. Merci les voisines et les voisins. Ah non, c'est vrai. Ça, c'est vraiment bien. Ouais. Depuis qu'on est arrivé sur la ferme, on a vraiment été super bien accueillis. À Pleuzevet, de manière générale, en particulier avec nos voisins et nos voisines de l'Ostalen. Tu viens de parler le FIC là ou l'Ostalen? J'avais rien compris. Voilà, nos voisines, nos voisins nous ont super accueillis et ils ont fait marcher le bouche à oreille quand on a commencé à vendre notre pain lors de notre vente à la ferme. Et une voisine, Anne-Marie, qui a Facebook et qui fait des grands reportages de tout ce qu'on fait à la ferme. C'est notre community manager, clairement. Ouais, elle est trop forte. Donc voilà, petit big up. Cool. Et merci beaucoup les amis. Merci à toi. Et on fait comme si on disait au revoir aux gens parce que c'est la fin de la vidéo. Salut. Avec un bon sourire. Avec les arrêts sur image comme dans les sitcoms. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prochaine date du spectacle à Lyon le mois prochain. Ce sera la Bourse du Travail, ça va être incroyable. Il y aura 1800 places. Aidez-moi à remplir cette salle, les amis. Puis je serai à Nantes pour les 48 heures de l'agriculture urbaine. On annonce bientôt toutes les dates du Farm Tour. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la cloche et mettre un like, peut-être même un commentaire pour le référencement, c'est toujours sympa. Sur ce, je vous fais un petit bisou. Ciao, ciao.